Bonjour, mon nom est Mario Plouffe. Vous êtes à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Tu m'entends, là? Yes! Good, on l'a eu. Bon, salut Mario. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, grosse journée d'entourage aujourd'hui. Ah ouais? Ah, c'est le temps, là, c'est commencé, là. Ah ben c'est cool, on va pouvoir jaser même de ça précisément pendant que tu es dedans. Ah oui, ben c'est le meilleur temps de l'année. C'est le temps où on est vraiment dedans. C'est le début. On a la neige, on a la température dehors. Puis, comment je pourrais dire? C'est même complémentaire à notre sport qui est, mettons, le trail. Là. Si je recule, là, mettons, j'ai acheté des rabais en 2005-2006. À cette époque-là, je n'étais pas un coureur. Puis, j'étais plus un sportif, oui, mais genre cardio de joueur de hockey. Là. Ah ouais. On part, on arrête, on part, on arrête. Là. Fait qu'entailler dans le 4 pieds de neige avec les raquettes, c'était pénible. C'est clair. C'était plus hein? un happening. Genre, on appelle tous les chums. Hey, let's go, on a 6-7 000 entailles à faire. Puis là, c'était fait à la dépêche, là, n'importe comment, mais il fallait que ça soit fait. Tandis qu'aujourd'hui, on est 2, des fois 3. Là, j'essaie de monter une équipe parce que veut pas le temps. On essaie de réduire le temps d'entaillage dans le plus court temps possible pour être le plus proche possible du spot où notre entaille est à son maximum. Là. Fait que, mais là, je commence à monter une équipe de 4 à 5 personnes. Mais tu sais, c'est drôle, hein, mais c'est tout du monde du sport d'endurance. Ah ouais? On était avec un prérequis. Rex. Puis Rex, c'est un gars de course en sentier puis de course à obstacles. J'ai un autre ami qui va venir se joindre à nous autres, Patricia, qui est une femme qui court, puis qui fait beaucoup de randonnées en montagne. On va chercher vraiment un sport d'endurance, mais mes chums joueurs de hockey, non, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas le même training. Là. Non, c'est pas pareil. Mais ça met en forme, mais tu sais, comment je pourrais dire, en 2007-2008, quand je revenais d'entailler, j'étais brûlé. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, on est juste comme... C'est comme on a fait un entraînement. Là, ouais, c'est ça. Écoute, tu as le temps de faire un podcast le soir à travers, tu n'as pas l'air brûlé, c'est parfait. Non, il faut pas, parce que pour commencer, un 6 jours au collet, puis plus oui, on a l'entaillage qui se passe, puis si t'es chanceux, il n'y a pas trop de neige au début, mais tu sais, comme là, on a déjà 1,5 pied de neige à peu près dans la montagne. Puis plus ça va aller, il y a des années, c'est le timing, des fois, là, on peut avoir 3 pieds de neige, on peut avoir 4 pieds de neige. Mais le but, c'est de l'entailler. Puis oui, après ça, il y a une petite période de 3 semaines, 1 mois d'habitude qu'il y a de la neige, on n'a pas à aller entailler. C'est la période un peu entre les deux, on attend que ça dégèle. Puis là, on a du plaisir. On va jouer dehors, on invite les amis, on fait de la raquette. On a parti un club de trail ici. Les gens ne payent pas, ils viennent faire le tour. 2 sorties officielles, mais une fois que le temps des sucres est parti, les gens, ils viennent pas mal toutes les fins de semaine. Puis on a un circuit balisé. Fait que, on aime ça faire profiter les gens. Il n'y a pas rien d'officiel. Les gens ne payent pas. Puis en même temps, ça ne m'oblige pas à avoir une certaine responsabilité. Ben, c'est ça. C'est un droit de passage dans le fond, puis ça finit là. C'est ça. Les gros clubs de trail ont des encadreurs, des coachs, des entraîneurs. Les gens vont là, il y a une certaine attente envers ces gens-là. Puis moi, la seule garantie que j'ai pour eux autres, c'est qu'ils vont en avoir pour leur argent, dans le sens qu'ils n'ont pas payé, mais ils vont avoir du plaisir. Puis, à la fin de la journée, ils vont vouloir revenir. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est très cool. Ben, merci de ton temps. Merci d'être là ce soir.
J'étais Merci super de content quand l'invitation. on s'était écrit. En fait, c'est toi d'abord qui m'a écrit. Puis c'est ça, moi, c'était comme un no-brainer. En fait, je t'avais dans ma liste, honnêtement. Quand j'ai parti le podcast, je m'étais fait une liste qui ça pourrait être intéressant. Puis mon but aussi que le podcast, c'est de rencontrer tous les acteurs de la communauté. Tu sais, qu'il n'y ait pas juste des coureurs. Ben, c'est arrivé majoritairement des gens qui sont d'abord coureurs, mais tu sais, j'avais ciblé des gens qui sont des professionnels du sport, des entreprises aussi qui gravitent autour de la course en sentier. Puis je trouve ça intéressant. Puis il y a très peu de compagnies québécoises dans le trail comme Brix. Fait que tu sais, moi, c'était un no-brainer que je voulais te recevoir à un moment donné parce que je pense que j'étais allé faire mes petites lectures un peu, tu sais, on se connaît pas, fait que j'étais allé lire des trucs, j'étais allé sur le site de Brix un peu, connaître un peu plus sur toi, puisque d'habitude, j'ai plus d'infos sur mon invité parce que je le connais dans la vie ou parce que je suis allé lire des articles sur Distance Plus. Puis là, je suis comme content qu'on se lance là-dedans. Puis je te connais peu. Fait qu'on va pouvoir juste jaser comme, tu sais, moi, le mood que je crée, c'est deux chums qui boivent une bière, tu sais, puis qui jasent de n'importe quoi. Il n'y a pas de, comment dire, de questions préparées, puis de grands scénarios. Tu sais, on y va, puis quand ça fait 1 heure et quart, on wrap ça, puis c'est tout. Il n'y a pas de problème. Ça Cool. va bien couler. Ben ouais. C'est ce qui est le fun là, dans ce milieu-là, là, la course en sentier, le trail. Ben, j'ai touché un peu à tous les sports, ton course à pied, le vélo, le triathlon, la course en sentier, la course à obstacles aussi. Ouais. J'ai fait un peu tous ces sports-là, puis j'ai vu la vibe dans tous les, 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 les styles de course, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça. Puis, tu sais, la vibe, ça ressemble un peu, mais c'est quand même différent. Puis la course en sentier, Cachette, là, c'est vraiment la place la plus familiale dans toutes ces choses-là. Là. Ben ouais, c'est ça. Tu rencontres un gars de trail, il va te compter ta course, puis nous autres, avec la kiosque de Bleu, c'est ça qui est le fun. Là, Ben oui. on fait des dégustations, puis tout ça, puis toujours quelqu'un qui arrive, là, puis c'est dur parce que tu as beaucoup de monde à servir, tu as beaucoup de gens. Parce qu'en temps normal, on est très occupé, mais tu as quelqu'un qui te compte sa course, qui te compte son affaire, puis des fois, tu sais que tu as d'autres clients à servir, mais tu te laisses embarquer pareil. Puis Ben là, oui. il compte ta course, tu poses des questions, puis là, toi, tu dis, ah ouais, moi aussi, j'ai fait telle course, puis c'est rare, pas c'est rare, mais tu ne vas pas voir ça dans d'autres, là, tu sais. Puis moi, on va couvrir les autres sports aussi, là. Puis je ne le vois pas autant dans les autres, là. Puis même, il y en a qui c'est inexistant. Ouais, c'est ça. Ils vont jaser un peu, là. Dans tous ces sports-là, c'est rare que tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas de bonne humeur. Tu sais, l'euphorie de la course est là dans toutes ces sphères-là aussi. Mais le milieu de la course en sentier, le trail, l'esprit familial, l'esprit de groupe, l'esprit d'entraide, c'est pas inexistant ailleurs, mais c'est très, très fort, beaucoup plus fort dans ce milieu-là, dans le trail, que dans les autres. Ah ouais, c'est clair. Pas de misère à craindre qu'on peut mettre deux gars qui font de la course en sentier puis qui vivent beaucoup d'expérience, d'histoire de ce côté-là. Puis en plus, tu rencontres plein de gens, autant au micro que quand tu fais tes courses. Ben, c'est ça. Ben, c'est ce qui fait aussi qu'il y aura toujours du matériel. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui me demandait, pense-toi, on fait le tour à un moment donné, puis j'étais comme, hey, oublie ça. Tu sais, de un, le sport est en explosion, fait qu'il y a toujours plus de monde qui en font, puis plus il y a de monde qui en font, plus il y a de bonnes histoires à raconter. Puis même les gens qui le font déjà, je veux dire, j'ai reçu des gens 2-3 fois dans le podcast depuis le début parce que chacun vit ses propres expériences. Il y a toujours quelque chose de le fun à raconter puis à rajouter sur le sujet. Fait que je pense pas en venir à bout. C'est pas du réchauffé, c'est ça. évident que à toutes les années, ça va se renouveler. Puis comme tu dis, c'est en explosion, mais tu sais, je te dirais que il y a 5 ans, c'était déjà parti à continuer de grossir, tu sais, puis j'ai rencontré un journaliste à un moment donné qu'on parlait de statistiques, puis il disait que la course à pied descendait un peu. Puis quand on regardait les statistiques qu'il ramassait, où il prenait ses informations, il faisait juste prendre l'information dans la course à pied sur route. Ouais. J'ai dit, attends, là, j'ai dit, le monde, c'est pas ce qui ne court plus sur la route, tu ne cours plus. Il y en a qui transitionnent beaucoup. Moi, je m'intéressais à ça, oui, pour savoir, tu sais, est-ce que le milieu de la course à pied continue, tu sais, ça grossit, c'est-tu juste une mode? Parce que, tu sais, on était un peu là-dedans. Tu sais, c'est sûr que c'est pas notre seul revenu, Brix, là, parce que, oui, c'est le fun, c'est beau, puis, mais pour faire vivre plusieurs personnes, c'est pas encore ça. Le marché au Québec est comme ça, c'est tout, mais on va quand même regarder un peu ce qui se passe. Puis là, c'est ça, on s'expliquait avec les journalistes, j'ai dit, faut que tu regardes ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sort de la course à pied et qui s'en vont et continuent de courir, mais en sentier. C'est pas qu'ils reviendront jamais sur la route et qu'ils vont pas faire une petite course à un moment donné, mais ça grossit d'un côté, puis ça reptite. Puis en même temps, le monde de la course à pied, moi, je le sais, j'ai commencé sur la route, j'étais allé au triathlon, course à obstacles,
Puis course en sentier, mais ça a toujours fait partie de ma vie avec les rébières. C'était plus fort la course en sentier, mais j'ai touché à toutes. Mais tu sais, est-ce que je suis dans les statistiques à chaque année? Parce que tu prends juste les statistiques sur la course. Mais déjà, il y a 5 ans, on voyait que la course en sentier, ça grossissait. Puis on parle à des gars des précurseurs de course en sentier comme Dan Desrosiers. Il y en a de l'historique en arrière, lui, quand tu vas jaser avec lui, puis il va te dire où ça a parti la course. Même lui, je pense, on l'appelait le grand-père des courses en sentier, là, parce que c'était comme lui qui avait parti vraiment, je pense, la première course là, à Saint-Donat. Ouais. Et, mais lui, il y en avait de l'historique là-dessus. Là, ça continue de grossir. Puis comme tu dis, c'est en pleine explosion encore. Mais il me semble que ça fait longtemps que j'entends ça. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, c'est bon signe. Puis le défi qu'on a aussi, c'est de garder ce mode-là familial dont tu parlais parce que des fois, des sports qui explosent en popularité, c'est là que tu peux le perdre, ça. Fait que il y a plein de choses. Je pense que les courses ont leur responsabilité, mais les coureurs entre eux, quand quelqu'un de nouveau commence à trail, je pense qu'on est une communauté très accueillante, mais je pense qu'on est accueillante aussi comme communauté parce qu'on transmet ces valeurs-là. Fait que c'est un bon défi. Puis ça va être le fun de regarder ça, mettons, dans 10 ans. En se disant, OK, en 2020, dans ce coin-là, il parlait d'une explosion de la course en trail. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Tout est changeant, puis même à l'international, tout bouge, puis l'UTMB qui est rendu une série mondiale, puis du monde qui sont fâchés, du monde qui sont pas fâchés, puis c'est un nouveau sport, même à l'échelle internationale, même si ça fait 50 ans qu'ils font ça en Californie, ça reste que c'est nouveau, puis ça explose en popularité, puis ça va être bien intéressant de voir ça progresser, en espérant que ça garde ce fil-là, en tout cas à l'échelle québécoise. Nous, on a ce contrôle-là ici. Après ça, ce qui se fait ailleurs, c'est pas... mondial. Ouais, c'est ça. C'est pas... On a beau rêver, là, on parle d'Olympique, de sport olympique, il y a des discussions là, qui disent non, c'est impossible, ça va être trop plate à regarder. Non, ça dépend. Aujourd'hui, avec la technologie, les drones, c'est... Tu vois Mathieu Blanchard faire une ascension, puis il l'a fait, je ne sais pas, moi, en 20 minutes, puis le quatrième, il l'a fait en 40 minutes. Comment ça peut être imagé et expliqué par quelqu'un qui connaît ça? Je pense que ça peut être intéressant. Là, oui. C'est que le format 100 000 va être tough aux Olympiques, mais du kilomètre vertical ou du modèle court, là, un demi-marathon de montagne, là, un 21 km avec 2000 mètres de dénivelé, c'est impressionnant à maudit à regarder aller. Là. Ah non, c'est sûr. Puis en même temps, moi, je pense que le visuel, il peut être intéressant. Il y en a plein de sports, puis je ne peux pas parler contre un sport comme tel. Là, quand les Olympiques jouent, là, puis que j'ai vraiment le temps, je vais regarder 24/24, là, puis que ce soit n'importe quel sport. Chaque athlète a des histoires intéressantes. La personne qui est en avant, qui nous raconte, puis l'information qu'il ramasse, les journalistes font en sorte des fois que c'est intéressant. Là, le curling, là, le monde dit « c'est plate, Thierry. » En tout cas, moi, pour l'avoir essayé là, avec les chums, puis tout ça, là, c'est quelque chose. Là, c'est le fun. Une fois que tu l'as essayé, puis là, tu regardes la télé, puis tu vois les gars ou les femmes jouer, tu fais comme, OK, attends une minute, là, moi, je pense que n'importe quel sport, surtout le trail, on a moyen de faire quelque chose, de rendre ça intéressant. Il y a des athlètes là-dedans qui ont des histoires incroyables. Fait que, moi, je pense que là, en pleine explosion, là, mais je pense que ça peut aller plus loin que ça encore. Là. Exact. Ça va être le fun à suivre. Hey, on jase, on n'a même pas encore commencé l'entrevue pour vrai. Tu bois-tu quelque chose de ton bar, moi, d'habitude? Honnêtement, je ne peux pas parce que j'ai une petite opération demain, là, fait que je ne peux pas boire. Mais si j'avais eu quelque chose à boire, là, j'aurais proposé l'inclusive de mon chum Steve Charbonneau. Tu connais-tu Steve? Non. Fondation des sports adaptés. OK. Oui. Steve, l'ancien joueur des Alouettes, Steve Charbonneau, a créé, je pense pas que c'est lui qui l'a créé, mais c'est dans son entourage. Aujourd'hui, il s'occupe de la Fondation des sports adaptés. Puis, ils ont lancé une bière avec la brasserie West Shefford, l'inclusive, une blonde, 4,5 %. Puis, c'est une bière de tous les jours, si on veut. Là. Puis, cette bière-là, chaque fois que tu la jettes, ça donne des sous à la Fondation des sports adaptés. La Fondation des sports adaptés, c'est qu'eux vont amener les gens. C'était déjà été au Bromont Ultra. Tu as vu passer le DAU à un moment donné. C'est Steve avec sa gang. Ça. Okay. Eux autres, ils vont amener des gens à courir avec le DAU pour les amener à des sommets de montagne, des choses comme ça. Ça a commencé un peu comme ça, puis c'est rendu beaucoup plus loin. Ils font du ski alpin, ils font du ski nautique, tous les sports que tu peux faire, de l'escalade, où ils ont besoin d'accompagnement. Steve avec la fondation vont y aller avec le bénévole puis tout ça. Fait que c'est une belle fondation. J'ai trouvé ça l'idée géniale. Ça a été lancé cet été. Après 6 mois, je pense qu'ils ont réussi à ramasser comme 6 000 juste avec la vente de cette bière-là. Fait que, puis pour l'avoir goûté, c'est excellent. Bon, mais tu la vends très bien, c'est parfait. Écoute,
Tu peux pas la boire, mais t'avais encore mieux que si t'étais en train de la boire et de la déguster. Fait que c'est parfait. Ouais, si j'aurais pu, j'aurais été heureux de t'accompagner, mais bref, on peut pas. Ben non, c'est bien correct. Écoute, moi, j'ai décidé de faire janvier sans alcool. Fait que je suis dans la IPA sans alcool de Boréal. Fait que je trouve que c'est une belle alternative. Tant qu'à boire quelque chose, j'aime bien le goût de la bière. Après ça, c'est pas l'alcool dedans qu'on recherche. Fait que je trouve que, en tout cas, je suis commandité par Boréal. Je les salue, mais ça reste que, pour vrai, je n'ai goûté plein des bières sans alcool. Puis Ah non, c'est fou. la IPA hors sentier est quelque chose parce que t'as vraiment le feel de boire une IPA. Puis tu sens pas, t'as pas l'impression que c'est une bière sans alcool. Fait que c'est bien impressionnant, là. Non, j'ai découvert ça, moi, avec la bière sans alcool, puis il y a un net progrès depuis les dernières années, là, parce qu'avant, c'était comme, OK, non, Ah non, on c'est passe ça. à autre chose, mais là, on est capable de la déguster puis de retrouver le goût de la bière pour le vrai. Ah ouais, c'est ça. Avant qu'on commence l'entrevue officiellement, j'ai juste besoin de te faire enregistrer le petit message du début. Fait que c'est super court. Avant mon générique, j'ai toujours l'invité qui se présente. Fait que ça fait genre bonjour, ici Mario Plouffe, bienvenue à Pas sorti du bois. Tu le fais à ta couleur, à ta façon, mais c'est super court comme ça. Moi, après ça, en post-production, je vais mettre le générique, puis après ça, on pourra commencer pour vrai. OK. Fait que j'ai besoin que tu m'enregistres ça, puis après ça, on y va pour vrai. Je te fais ça dès là quand je suis prêt. Là, tu fais de la magie, tout ça. Exact. Bon, ben, bonjour, vous êtes à Pas sorti du bois. Non, c'est pas ça, il faut que je dise. Hein. J'ai Tu combien peux te de 13, présenter. 2, 3? Ah, tu peux en faire comme tu veux. Bonjour, mon nom est Mario Plouffe. Vous êtes à Pas sorti du bois. Et voilà, that's it. Presque un one take. Pas plus compliqué, ouais. Dernière chose, après ça, j'arrête de te déranger avec mes demandes. Je demande tout le temps à mon invité d'enregistrer aussi de son côté. Fait que normalement, dans ta fenêtre Zoom, tu dois avoir un bouton. Là, c'est déjà en train d'enregistrer parce que moi, je le fais de mon bord. Et normalement, OK. tu as un bouton rouge Record qui devrait Je être. prends mes lunettes. Moi, ça fait mon petit filet de sécurité. Toujours peur de jaser, d'enregistrer, puis finalement, après, ça ne marche plus. Fait que Recording. ça marche, parfait. Fait que normalement, je vais t'écrire un petit courriel après l'entrevue. Tout est beau, tu peux supprimer les fichiers de ton bord, mais toujours la crainte d'enregistrer. Puis quand c'est fini, ça plante Comme puis l'épisode. un backup. Ouais, c'est ça, c'est mon filet de sécurité. C'est pas fou. Bon, ben prêt, on se lance? Oui. Parfait. Donc, action. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 79e épisode de Pas sorti du bois, quasiment 80. On approche des chiffres que je pensais jamais me rendre quand j'ai commencé, bien honnêtement. Mais on est là, 79. Puis aujourd'hui, j'ai un invité bien spécial. C'est la première fois que je peux présenter un invité en disant qu'il est acériculteur. C'est aussi un athlète d'endurance, c'est un entrepreneur. Mesdames et messieurs, Mario Plouffe est avec moi. Salut Mario. Hey, salut Yannick, merci pour l'invitation. Écoute, ça fait plaisir. Depuis le temps que je voulais te recevoir, on s'est jasé, on s'est dit on va trouver un moment pour le faire puis sortir l'épisode dans la foulée du temps des sucres parce que ceux qui ne connaissent pas le terme acériculteur, c'est la culture, bien sûr, de l'érable, des produits de l'érable. Puis là, on est en février au moment où ça va paraître. On approche la période. Tu me disais avant qu'on commence que tu es dans ce moment dans ta période d'entaillage, c'est ça? Oui, c'est déjà parti à chaque année. Moi, j'ai commencé en 2005, puis ça fait déjà quand même plusieurs années. Puis aujourd'hui, avec le changement de température, on commence à entailler de plus en plus tôt. Les gens pensent souvent que ça commence au mois d'avril, mais c'est plus ou moins vrai. Oui, à la chaudière, on peut commencer au mois d'avril parce que contrairement à la tubulure, la chaudière, ton trou est toujours à l'air, il cicatrise rapidement, donc il faut attendre les premières coulées quasiment avant d'entailler. Puis à la tubulure, ben là, mettons que tu as 5, 4, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 entailles, ben il faut vraiment que tu commences un peu d'avance. Puis le fait que sur la tubulure, le trou qu'on fait n'est pas à l'air, il ne cicatrise pas. OK. Pas tout de suite. OK. Quand ça nous donne plus de temps, fait que nous, on commence dès début janvier, on commence à entailler. Puis, c'est pas tous les jours. S'il fait trop froid, on peut pas entailler l'érable. C'est trop dangereux de faire fendre l'écorce. On a des fuites, des problèmes, puis si on n'en veut pas. Fait que, oui, c'est commencé. Puis tu me disais tantôt en intro, puis garde, écoute, même pas besoin de le répéter parce que moi, je pense que notre intro, tu as tellement raconté des belles affaires avant qu'on enregistre que je vais le pitcher à la fin de l'épisode. Fait que les gens, je vous incite à vous rendre jusqu'à la fin parce que vous pourrez entendre Mario parler à quel point c'est un sport d'endurance, je pense, la taille. Puis, regarde, je ne te fais pas répéter. On pitch en fin d'épisode, ça donnera un petit nanan à ceux qui se seront rendus jusqu'à la fin. Pas de problème. Moi, tu le sais, d'habitude, je commence mon entrevue en demandant qu'est-ce que tu bois, puis tout. On s'en est jasé. Tu m'as vendu la bière dont tu parlais tantôt super bien. Mais là, moi, j'ai besoin d'énergie.
j'ai besoin d'un petit boost avant de commencer l'entrevue. J'ai un produit ici, je ne sais pas si tu connais, c'est Brix. Je ne sais pas si c'est un produit à base d'érable. Fait qu'en tout cas, moi, je vais me caler un premier Brix avant de commencer l'entrevue. J'ai besoin d'un petit Quelle boost. saveur tu as choisi? Écoute, moi, je dois le dire, mon préféré, c'est définitivement celle de l'Himalaya. Je ne suis pas la personne là-dedans la plus sucrée au monde, mais j'ai toujours utilisé vos produits chez Brix parce que là, on niaise, mais tu es le fondateur de Brix, on va en jaser. Oui. Mais le petit côté salé mixé à ça, j'aime beaucoup. Puis moi, en plus, c'est drôle, tantôt, je voulais faire le gag en me disant, je vais prendre des Brix pendant l'entrevue. Je fouille dans ma boîte de gear nutritionnel. Puis j'ai retrouvé un Brix, là, tu vas le voir à l'écran peut-être, mais l'année passée, en 2021, ma blonde avait pogné ma caisse de Brix et avait écrit avec un Sharpie des petits messages d'encouragement pour que pendant ma course, quand je sorte mes Brix, je vois soit des niaiseries, soit des petits mots. Puis là, par hasard, j'ai vu qu'il en restait un. Fait que je ne savais pas si tu savais que tes produits ne servent pas juste à te booster en termes d'énergie, mais en plus, ils peuvent servir de petits calepins, de petits bloc-notes. Fait qu'en tout cas, je trouve ça drôle. C'est pas stagé, mais voilà. Donc. Il y a plusieurs utilisations. Mais oui, avec la sel de l'Himalaya, le sucré salé, c'est un bon. C'est là qu'on dégage. On a 2 saveurs les plus populaires, là, le sucré salé puis érable, le pur érable avec Brix. Là. Puis c'est là qu'on sépare un peu des gens qui ont la dent sucrée, juste mettons le sucre, puis ceux qui sont sucrés salés. Là. Exact. C'est un éternel combat entre les deux. Là. Les deux font la job côté énergie. Oui, le sel de l'Himalaya, je pense que c'est encore sur le marché celui qui a le plus de sodium dans le gel. Ouais. Mais ça vient donner une autre saveur, mais oui, il va surtout nous aider avec le sodium là, pour les crampes et tout ça. Là. Puis avec là, on a d'autres saveurs, mais on a gardé la base du sodium. Ben oui, puis je pense que ce qui est le fun pour n'importe quel athlète d'endurance qui écoute, qui a eu à enchaîner plusieurs gels, plusieurs produits, c'est de changer un peu le mal de place parce que tu as bien beau le meilleur gel. Moi, comme je te dis, je suis vendu sur cette saveur-là. À un moment donné, tu peux pas. En tout cas, je connais très peu de monde qui peuvent faire une course complète. Quand on parle de longue course, là, un 30 kilos, tu peux le faire sur des gels. Un 100 miles, ça devient tannant d'être seulement sur le même produit. C'est bon pour n'importe quoi. Moi, spoiler alert, je suis avec NAC depuis longtemps, autant pour le podcast que comme athlète, mais bien sûr, je consomme autre chose parce que encore là, le but, c'est de diversifier. J'aime les produits NAC, j'aime diversifier, mais à un moment donné, NAC n'a pas de gel. Là, tu as un gel à l'érable, là, tu pitches ça à travers. Après ça, tu pognes de quoi un peu plus sucré, tu ramasses des chips dans un ravito. Fait que tu sais, de mixer sucré, salé, type de saveur. Moi, je le sais, en tout cas, c'est devenu la clé. Puis je trouve ça le fun parce que maintenant, vous avez plusieurs sortes. Je me rappelais, première course, il y a quelques années, quand j'ai commencé, j'alternais celle l'Himalaya puis l'original. Mais là, avec framboise, avec bleuet. Puis là, j'ai vu gingembre que je n'ai pas encore goûté. Ça amène une belle diversité de saveurs. Puis je pense que c'est ça que les athlètes recherchent aussi, là, parce que tout à fait. c'est tough, d'être la même chose sans arrêt. Tu ne peux pas aligner 15, 20, 25 heures là, avec tout le temps la même affaire. Quoique, il y a JS, un de nos ambassadeurs, Jean-Sébastien Drolet, qui, lui, le diabétique runner, là, il est capable d'en enfiler 20, 25. Là. Et même des fois 3, 4 collés là, pour faire monter son taux de sucre. Là, c'est complètement fou. Fait que ça, c'est notre extraterrestre, là, lui. Oui, puis ceux qui ne connaissent pas, Jean-Sébastien, il est vraiment très intéressant comme gars. Il est allé au podcast Tout Trail avec Marie-Ève et Marc-André un peu avant les fêtes, me semble, en novembre, décembre. Super intéressant. Moi, j'ai couru avec quelques kilomètres au QMT, puis vraiment un maudit bon Jack qui est ambassadeur avec vous, puis il le fait extrêmement bien. Là, on parle de saveur, on parle d'ambassadeur, on est rendu loin. Moi, j'ai comme le goût de revenir à la source. C'est de là qu'on veut commencer. Raccorde-moi. Mais non, au contraire, écoute, on jase, mais j'ai le goût que tu nous parles de toi comme athlète, comme personne, ton parcours, pré-Brix, pré-athlète d'endurance. Qu'est-ce qui t'a mené au sport? Qu'est-ce qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat? Je te laisse aller avec ça. Une grande question vague pour toi. Je pense que c'est une question de passion. Ouais. Parce que quand quelqu'un me dit que je suis un entrepreneur, aujourd'hui, je ne le fais plus, ce que je vais dire, ce que je faisais. Quand quelqu'un me disait que je suis un entrepreneur, je faisais comme non. Je suis pas un entrepreneur. Moi, c'est pas moi, ça. Je suis pas un homme d'affaires, là. Aujourd'hui, je dis pas un mot parce qu'il faut admettre que oui, aujourd'hui, depuis que j'ai pris la décision de tout lâcher ce que je faisais, m'occuper de mon érablière et de trouver des petits projets qui font en sorte que je suis capable de me tirer une paye, ça s'appelle un entrepreneur. Ouais, On m'a fait comprendre que j'étais un entrepreneur. Fait que aujourd'hui, je l'assume.
Qu'est-ce qui m'a amené là? C'est vraiment mes passions. Mon érablière, pour commencer, avant, un jour, j'ai acheté ça en 2005-2006. Puis là, je lâchais, j'étais superviseur en usine, en électromécanique, production. Je me suis promené un peu là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai acheté mon érablière qui me demandait un 4-5 mois d'ouvrage par année. Fait que là, il fallait que je trouve autre chose pour compléter. J'étais allé dresser la construction avec des amis. Puis à un moment donné, ben, c'est la construction, mes amis, ils voulaient que je passe plus de temps. Puis mon érablière me disait, hey, il faut que tu passes plus de temps avec moi aussi. Fait que là, j'ai fait comme, faut choisir. J'ai choisi mon érablière. Je savais qu'il arriverait deux choses. Je ferais moins d'heures, puis je ferais moins d'argent. Il m'est arrivé juste une des deux. Je fais moins d'argent, mais je fais plus d'heures. Fait que, puis à partir de là, c'est là qu'il a fallu que je travaille pour trouver des idées pour être capable de finalement arriver. Là, fait j'avais mis des projets sur un papier. On partait de la transformation du sirop, faire du beurre, de la que je faisais déjà à temps perdu juste pour les amis et tout ça. Puis j'étais un perfectionniste un peu. Hein, si je fais du beurre d'érable, je veux que ce soit le meilleur beurre d'érable. Puis le beurre d'érable, quand tu commences, ben tu réussis pas tout le temps. Il a fallu que j'aille regarder un peu comment ça marchait. Puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, juste c'est facile, on retrouve l'information partout, comment faire un bon beurre d'érable. Puis sur les papiers, j'avais ça. Comment je peux faire de l'argent avec ça? Ben, on a commencé à faire des produits, les envoyer dans les écoles pour ramasser des sous. Au lieu de vendre des barres de chocolat, des oranges, du papier de toilette, ils vendaient des produits d'érable. On a roulé un peu avec ça un peu au début. J'avais mon gel parce que là, j'avais commencé à faire du sport d'endurance, même quand avant de lâcher la construction, j'avais commencé un peu la course à pied. Puis là, c'est un peu comme tout le monde, tu prends 5 km, puis après 5 km, tu t'en vas à 10, puis là, je suis en sentier, puis là, je regarde les courses en sentier, les distances allongent, puis la nutrition, c'est quoi un boost d'énergie? Puis là, un peu comme tout le monde, j'essaye des gels, puis un peu comme tout le monde, fait comme, c'est mauvais. C'est pâteux, ça prend un gallon d'eau pour faire passer ça, puis moi, je savais que mon sirop d'érable, ça donne de l'énergie, c'est un sucre rapide. Là, je me mets à fouiller un peu là-dessus. Puis, on pourrait faire un gel. On fait des tests, on fait des essais-erreurs. Je me souviens avec le club de trail à Bromont, avec la gang qu'il y a là, dont Audrey Laroquette, qui est la fille qui s'occupe, qui a créé ça avec Alistair Gartner. Puis je faisais des tests là-bas, écoute, pommes, sirop d'érable. Puis même à l'époque, on était avec d'autres produits pour stimuler les fruits, qui étaient peut-être moins naturels, mais c'était pas bon. C'était pas bon comme ce qu'on a là sur le marché. Puis des fois, on se cassait trop la tête à avoir une recette qui faisait en sorte que tu avais tout là-dedans. Puis ça venait compliquer la digestion. Puis à un moment donné, c'était comme, ben non, ça prend juste ça. Puis c'est comme ça qu'on le fait, puis ça marche. Si on concentre le sirop d'érable, on empêche la cristallisation. C'est plus technique un peu, mais quand tu connais le sirop d'érable, c'est des choses qui se font quand même bien si tu fais attention. C'est un peu comme ça que j'ai commencé, mais on le faisait pour les amis. Là. Même avant que je le lance, on le faisait pour les amis. C'était pas officiel. Puis tout le monde disait, non, Mario, il faut que tu le commercialises. T'sais. Oui, mais non. C'est comme, je n'étais pas encore rendu là. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, on le fait. Puis là, je fais des démarches, appelle des compagnies, faire du co-packaging, puis ça. Ben non, il faut que tu t'ajoutes une machine. Ben, c'est de l'argent, acheter une machine. Là, c'est comme, faut vraiment que tu mettes ta tête sur la bûche. C'est sûr, après tout ce temps-là, parce que ça fait quand même, Brooks a commencé sa 6e année en octobre 2021. Puis je te dirais que ça fait 7 ans, quasiment 8 ans que le projet est là, puis on pense à lancer un gel. Mais avant de le faire, le mettre sur le marché, mettre ta tête sur la bûche, sortir tes sous, puis d'y croire, parce que, écoute, à l'époque, avec la maison de la course, José Prévost, qui est propriétaire, je la connais un peu parce que je suis impliqué dans la course pareil, même si je ne fais pas de nutrition. On fait du bénévolat. On organise des courses gourmandes à l'époque qui étaient gros, qui étaient lancées tout en tombe avec le demi-marathon des érables. J'étais impliqué là-dedans. Moi, je voulais amener mon sirop au coureur et tout ça. Puis, je parlais avec José de la maison de la course. Je dis, des gels, ils s'en vendent gros par mois. Puis, c'est fou, là, la différence entre cette époque et aujourd'hui. Là. Et José dit, écoute, des chiffres, il faudrait que je refouille dans mes papiers, mais je pense que ce qu'elle m'avait lancé, c'est comme, tu sais, des gros mois de Mario, là, tu vas vendre pour, on va vendre, pas dessus, on va vendre en gel peut-être pour 2 000 à 3 000 $. C'est OK, c'est pas d'argent avec ça. C'est ça.
Tu sais, ton gel à toi, là, tu sais, il va rentrer dans les 3 000 puis là, tu arrives contre des grosses compagnies. Là, puis, tu sais, nous autres, à l'époque, on regarde ça, c'est Garneau, c'est Gu, c'est Stingers, on veut pas ça. Là, tu sais, C'est des grosses machines fait, aussi, tu sais, Gu et tout, c'est des grandes entreprises à l'international qui ont des gros sièges sociaux aux États-Unis. Tu sais, tu te bats contre c'est David contre Goliath solide, là. ben oui, puis c'est pas long qu'ils sont tous des Goliaths, là. Hein, Ouais. c'est pas. Tu sais, puis en tout cas, on peut en reparler un peu plus tard, là, mais l'argent, la grosse argent, c'est facile pour des compagnies qui ont déjà beaucoup de fonds lancer un produit. Mais pour un petit cul de cabane à sucre qui décide de mettre toutes ses économies puis de dire go, on fonce, là, tu mets le pied dans quelque chose que tu connais pas. Tout ce que tu connais, c'est ton huile de coude, ton esprit mécanique, parce que faire marcher une machine comme ça, ça en prend là, Ouais. un peu l'esprit mécanique, là, puis de la débrouillardise, là, tu sais. Fait qu'avec tout ça, tu sais, j'ai José qui me dit un peu comment ils vendent les gros mois puis tout ça. Je fais comme, OK, ça va être un produit qui va être vendu à côté de ma canne de sirop d'érable. Puis c'est tout. Puis ça va être un petit surplus, tu sais, c'est comme ça. Puis, mais tu sais, entre le moment où j'ai fait un peu l'étude de marché, puis le mettre vraiment sur le marché, il s'est passé probablement un an et demi. Mais déjà là, ça avait bougé beaucoup. Là. Je me souviens, là, une fois qu'on a mis ça en ligne, là, c'était 10 boutiques dans 2 semaines, puis 4 mois après, c'était 50, 60, 100 Ah boutiques. ouais. Fait que, tu sais, ça allait rapidement, mais c'est sûr qu'on avait un bon réseau parce que tu t'impliques dans la course à pied. Mon sirop d'érable, tu es déjà connu dans le milieu sportif. Les coureurs dans le coin de Bromont me connaissaient aussi. Fait que, tu sais, dès que puis j'en ai parlé beaucoup ces réseaux. C'est peut-être une bêtise que j'ai faite aussi. Quand tu as un beau projet comme ça, tu en parles ces réseaux. Moi, je suis assez transparent, là, tu sais. Fait Ah que, ouais. j'avais même Ben, fait je un pense pas que groupe c'est une erreur Facebook. parce qu'au contraire, moi, je travaille en communication, en marketing, il n'y a rien de plus, il y a rien d'aussi performant comme publicité, comme marketing quand c'est organique, quand c'est naturel, quand c'est humain. Tu sais, là, tu es le gars qui le produit, qui en parle. C'est la meilleure pub que tu peux faire. Tu sais. Un Ah, tout peu à comme avec fait. un réseau d'ambassadeurs, tu as des gens qui l'utilisent puis que ça marche bien puis qui le disent, c'est tout. Pas besoin d'avoir des contrats de nombre de pauses par semaine. Non, non. Laisse-le organiquement, laisse les gens jaser. Puis dans ce cas-ci, dans ton cas, il y a une histoire vraiment le fun en arrière de ça. C'est une histoire humaine. Puis tu sais, les Québécois, de manière générale, je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'ils aiment les success stories locales, les produits locaux. Tu sais, ça fait longtemps qu'on parle d'achat local au Québec. C'est pas parfait, Ouais. on peut toujours s'améliorer, mais là, oui, un coureur qui va dans n'importe quel magasin de course voit les étagères remplies de produits américains ou peu importe, puis avec des saveurs pas possibles, puis surtout des listes d'ingrédients pas possibles. Là, c'est supposé être Ouais. naturel, puis tu ne peux pas nommer la moitié tu peux pas prononcer la moitié des ingrédients parce que tu ne sais pas comment le dire. Tu sais, là, tu as un produit 100% naturel. Au Québec, on s'entend, les cabanes à sucre, la saison des sucres, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture. Ouais. C'est là, c'est simple, ça sort de l'arbre, tu le fais cuire. Bon, je simplifie grossièrement le procédé, mais on s'entend, il n'y a pas plus naturel. Ça sort d'un arbre, ça s'en va dans une canne, tu le bois, tu le manges. Tu sais, on est loin des listes pas possibles des grandes compagnies Ah, américaines. Fait que, non, tu sais, tout c'est ça. ça, on dirait que c'est dans ton branding, c'est dans ton histoire, mais ça contribue beaucoup parce que c'est proche du monde. Je pense que les coureurs québécois, je peux comprendre pourquoi à l'époque ça allait exploser. Ils ont fait OK, tant qu'à m'acheter des affaires pas possibles qui sont probablement pas bonnes pour ma santé, je vais me connecter direct avec la nature, littéralement. Hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Les réseaux nous ont mis au monde. Ouais. Mais c'est comme le avant que tu le sortes, tu sais. C'est comme, là, on me disait, non, faut pas t'en parler, faut pas t'en parler. Mais là, j'en parle, moi, il n'y a pas de problème. T'es mieux de pas en parler, mais attends qu'il soit sorti. Puis, on en a parlé, j'avais même fait un groupe Facebook pour savoir c'était quoi le sachet idéal pour un coureur. Tu sais, notre sachet avec le bouchon flip-top, le 2 doses, là, c'est ça qui en était sorti dans notre groupe Facebook que j'avais fait avec plein de monde que je connaissais de la course. Tu sais, on voulait pas faire de déchets. On voulait être le plus éco-responsable possible. OK, faire un sachet réutilisable. Ouais, ça coûte un peu plus cher, les sachets réutilisables, tu sais, fait qu'on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire qui va être plus facile. On se beurre avec les sachets qu'on déchire. OK. Fait que, tu sais, il y en est sorti, ce sachet-là avec le flip-top, on est sorti avec ça. Puis rapidement, on a vu l'engouement. Puis aussi, le monde, tu sais, tu peux pas sortir le fameux sachet qu'on déchire.
on ne pouvait pas passer à côté, ça le prenait parce qu'il y a trop de monde qui le veulent. Oui, le 2 doses, il était comme, OK, on aime ça, mais il est gros, il est ci, il est ça. Nous autres, en trail, il est gros, il n'est pas assez gros, on en veut 2 fois Ouais, ça, c'est tu sais. ça. Fait moins Mais le 4 monde, doses. ça route, il voulait plus petit, tu sais. Fait que Ah ouais. là, on a acheté la machine. Mais il n'était pas question que je conçoive un sachet qui était dit conventionnel. T'sais, fait que là, j'ai dessiné un sachet qui ressemblait à une bouteille de sirop d'érable. Puis, qu'est-ce qui méritait des autres sachets, c'est que quand tu déchires, tu te ramasses avec 2 bouts, ça tombe à terre. Fait que là, je dis, regarde, on va faire un trou ici. Là, les gars qui ont fait le moule, ils ne m'aimaient pas là, parce que c'est comme un irritant pour eux autres, la machine, le petit couteau qui coupe, qui fait le petit trou, qui fait que la poignée reste là, puis qu'on peut l'attacher là ce qu'on veut. Mais en même temps, ils disaient, c'est génial. Tu Ben, as c'est pensé à ça. ça, c'est merveilleux, tu sais. C'est Combien de parfait, fois on Master, voit faites-moi des les. déchets d'un sentier, puis je prête pas de mauvaise intention à tous les déchets qu'on voit dans le sens où c'est vrai que tu es dans ta veste d'hydratation, ça peut arriver que quelque chose drop et tout. Il y a des gens qui délibérément le pitchent dans le sentier, de moins en moins, j'espère, mais ça reste que ce que tu vois parfois comme déchet, c'est le maudit petit bout, là, ceux qui le regardent à la caméra, c'est l'affaire que tu déchires. C'est ce bout-là que tu vois à terre. Le gel, il Souvent. reste dans ta poche, même s'il est vide, mais c'est Mm. le petit bout de 1 cm carré qui est tombant. Puis, tu sais, je veux dire, la tâche qui est là, c'est une belle innovation. Puis je trouve que, comme tu dis, ça devait être inévitable de se dire qu'il faut faire quelque chose de jetable parce que le marché est là présentement, puis c'est là que le marché est. Mais déjà, de se dire, tant qu'à faire le produit qui est un peu plus, qui crée un déchet, au moins, on va y mettre une petite innovation toute simple, peut-être pas pour tes gars qui ont dû à le couper avec leur machine, mais Ouais. toute simple quand même pour que, justement, tu crées potentiellement un déchet de moins. Puis, c'est des belles petites innovations. Puis là, on pourra parler d'où vous êtes rendu maintenant. Puis, normalement, tu n'as plus de raison d'acheter des gels en sachet quand il y a tout ce que vous avez mis sur le marché sur place. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je trouve ça le fun, Ouais. ces genres de petites innovations-là, que tout est réfléchi dans ton processus. Hein. Ben, c'est un peu dans ce qu'on est. Tu sais, c'est parce que, en quelque part, tu as un érablière. Tu es comme dans la nature. Ouais. Ça fait partie de notre ADN. C'est comme, dans mon bois, là, je ne retrouve pas des gels, là, puis il y a du monde qui vient me courir, là, puis on va avoir une course ici de façon officielle. Ça va être la deuxième qu'on va faire chez nous à l'Érablière. Puis là, avec la gang de Yvan Lheureux, on va faire une backyard qui ne sera pas facile, qui ne sera pas donné parce qu'il y a beaucoup de dénivelé ici. Mm-hmm. Mais, tu sais, puis j'en retrouverai pas de gel, là, tu sais, puis si on en retrouve, ben, c'est comme tu dis, la personne, là, elle va, tu l'as échappé. Mais on le sait, là, que ça peut arriver, là. Mais en même temps, on essaie de faire attention. On le met là, on ne veut pas qu'il tombe. Puis il y a même des courses, c'est rendu plus loin, tu es disqualifié. Si Ouais. tu retrouves ton gel, si tu te fais pincer, il y en a qui vont marquer le gel. Ouais. C'est comme. J'ai vu ça, je sais pas où j'ai vu ça, une course qui marque. Il faut que tu marques tes gels avec ton numéro de dossard. Fait que s'ils trouvent ton déchet à terre, ils savent, OK, numéro 32 disqualifié. Si c'est ça que ça prend pour sensibiliser. Parce que si je ne me trompe pas, c'est Bruno Blanchette qui racontait que lui, il fait beaucoup de courses en Thaïlande puis en Asie du Sud. Ouais. Puis il raconte que ce rapport-là n'est pas le même. Puis là, il voit une amélioration, mais que eux autres, dans les courses, ça mange des gels, puis ça piche tout à terre. Les rappers de bar, c'est à terre. Puis dans leur culture, c'était pas du tout ça. Puis maintenant, tu as plein de courses partout dans le monde où justement, ils marquent tes gels, puis ils s'assurent que tu ne pitches pas ça à terre. On n'a pas le choix. L'avantage de la backyard, c'est que tout le monde repasse tout le temps à la même place. Fait que si tu l'échappes une fois, tu vas le retrouver le coup d'après, puis tu vas le ramasser. Ouais, c'est supposé. Supposé. Mais je pense qu'on est rendu là. Ouais. Mais pour revenir à mon histoire avec José, c'était comme on ne fera pas d'argent avec ça, mais finalement, en dedans d'un an et demi, là, ça avait comme triplé. Fait que, finalement, aujourd'hui, la nutrition a une bonne place. Puis, c'est pas juste dans le sport d'endurance, ça va dans tous les sports. Tout le monde qui va avoir une petite dose d'énergie rapide, puis on a changé un peu le marché dans le sens que la plupart des gels, c'était pas bon au goût. Là, on a quelque chose qui est bon au goût. Là. Avant, ouais, c'est pas le choix, là. C'est là, il faut que je prenne mon gel, là, tu sais, puis t'avais pas le goût, mais à cette heure, c'est comme, si tu le temps, là, je vais te prendre mon gel, là, si tu le temps, là, je le veux, t'as hâte de le prendre, tu sais, fait que c'est un peu comme ça que c'est arrivé. C'est mes deux passions, c'était d'être sportif, d'aimer bouger. Puis mon autre passion, ben, c'est le sirop d'érable. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec le sirop d'érable? Puis on a tout ce qu'il faut dans le sirop d'érable, ou presque tout. C'est pas la formule miracle. Là, on ajoute du sodium pour nous aider côté électrolyte. Mais le sucre rapide, je pense qu'il n'y a pas un sucre qui va être aussi rapide, qui va être assimilé puis digéré aussi rapidement que celui-là. Au début, dans ma deuxième année, je pense,
il y a des parents de jeunes joueurs de hockey ou de jeunes joueurs de soccer qui m'approchaient. Puis mon premier réflexe, c'est comme, on va pas booster les enfants. Là, les parents me regardaient, pourquoi pas? Moi, quand il va jouer l'été dehors, puis qu'il y a un tournoi de soccer, puis qu'il y a 3 parties dans cette journée, là, je ne sais plus quoi lui donner. Là. Puis ils ont des baisses d'énergie. Ben, ça, ils aiment ça. C'est naturel. Il va faire manger d'autres choses. Ils n'ont pas le goût. Puis ça, ils s'achètent du sirop d'érable, Brix, là, ils me les piquent toutes à nouveau dans mon garde-manger. Là, quand je lui donne ça, là, il est fusé pendant 1 heure. Puis après ça, il est correct. Fait que là, on a fait comme, OK, non, c'est pas fou. Contrôlé par les parents, ça fait du sens, mais c'est un peu comme donner des bonbons à un enfant pour rien. Mais non, c'est eux qui m'ont éduqué à comme, non, ton produit est bien plus que pour la personne qui court. Là. Il est pour tous ceux qui veulent avoir une petite dose d'énergie. La randonnée, écoute, des gars, c'est la construction. L'après-midi, il est rendu 4 heures, on veut faire 2 heures. Je prends mon gel de Brix. Fait que, tu sais, ça a fait sa place un peu partout comme de l'énergie. Tu sais, des fois, moi, j'ai 50 ans, tu sais, puis je repense dans le temps, la fameuse barre Mars. Là. Une barre Mars au travail, une barre Mars ici, puis ben oui, aujourd'hui, c'est un Brix. C'est un sachet de Brix, mais avec quelque chose de meilleur pour la santé que juste le sucre de la barre de chocolat. Exact, c'est pas un sucre transformé. Mais c'est ça, ça s'applique pas juste, là, on en parle parce que c'est la course en sentier et tout, mais comme tu dis, même au début, ça vous êtes propagé à travers la course de route, les triathlons. Moi, je vous ai connu du temps où, avant de faire de la trail, moi, je faisais des courses à obstacles dans les Spartan Race, il y avait les kiosques qui étaient là. Puis pour la petite histoire, là, moi, ce qui est très drôle, c'est que tu parlais des gels pas mangeables avant. Première course de route à vie. Tu sais, ça fait une couple d'années que je cours. J'essaie de m'inscrire à un 10 km marathon des Deux-Rives à Québec. Première expérience de course. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Je fais ma course au ravito du 5e kilomètre. Il y a des gels. Il y a un bénévole qui donne des gels au monde. Moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'ai jamais essayé ça. Je m'en vais faire un 10 km. Je n'ai pas besoin d'un gel, mais je suis dans le mood. Je fais, hey, moi, essayer ça. Écoute, c'était au melon d'eau. C'était dégueulasse. C'est exactement le feeling que tu disais tantôt, là. Pire erreur de ma course. Pour ça, j'ai eu mal au cœur le reste de la course. Puis moi, dans ma tête, c'était hey, il y a du monde qui aime ces gels, mais moi, c'est fini. Fast forward, 2-3 ans plus tard, je fais des courses obstacles. À Stoneham, il y a un kiosque de Brix, puis je goûte au truc, je fais OK, c'est pas le même game du tout. Puis c'est là que je me suis mis à en consommer. Puis Mario ne me paye pas pour raconter cette anecdote-là. C'est vraiment vrai. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu découvres quelque chose qui est différent. Puis il y en a qui les aiment, tu sais, s'ils se vendent ces gels-là, il y a du monde qui aime peut-être ces saveurs-là plus artificielles, mais sirop d'érable, moi, je trouve que ça coule un peu plus doux parce que c'est bon au goût, mais c'est pas fort. Je veux dire, ça te fait pas plisser des yeux parce que ouf, c'est un bon kick, là, c'est intense, ça goûte le melon d'eau ou quelque chose de clairement pas naturel. Là. Ouais, non, mais tu dis ça, puis ça me fait penser à les premières fois qu'on faisait un kiosque. Là, puis à l'époque, quand moi j'ai lancé Brix, là, il n'y avait pas du monde qui faisait déguster. Là, c'était comme ils vendaient des produits, mais tu ne pouvais pas déguster. Puis moi, je viens de mon érablière. J'avais déjà fait des shows pour faire goûter mon sirop, puis à l'aveugle, parce que le monde, ils ont déjà une idée toute faite de ce qu'ils veulent avoir comme sirop d'érable. Moi, je veux du clair, je veux du foncé. Moi, je veux du extra clair. Là, moi, ce que je faisais, c'est qu'on cachait notre sirop d'érable. C'est quoi que t'aimes? Ben, un sirop clair. Non. Qu'est-ce que t'aimes comme goût? T'aimes-tu que ça va prononcer, pas prononcer, puis tout ça, tu sais. Fait que le monde, la plupart du temps, ils étaient surpris parce que les autres, ce qu'ils voulaient, c'était un goût d'érable, mais tu sais, juste pas trop fort, mais que ça goûte l'érable. Quelqu'un disait, je veux que ça goûte fort, mais tu sais, il restait surpris de voir que le sirop qu'il voulait avoir, qui était, mettons, un extra clair, mais c'est pas ça qui au goût, aimait. Okay. Fait, en partant, moi, faire des dégustations, j'aimais ça. Ça surprend toujours les gens. Dans les premiers kiosques, c'était important de faire goûter mon produit. Mais ce que tu dis, c'est le monde. Moi, des gels, jamais je veux pas, là, tu sais. Il y avait beaucoup de gens qui arrivaient au kiosque. C'est quoi tu fais? C'est quoi tu vends? On vend un gel énergétique. Ah non, moi, les gels, j'aime pas. Non, attends une petite minute. Tranquillement, pas vite, là, je commençais à changer mon discours. On a un remplacement de gel énergétique. Là, on n'a comme pas le choix de dire que c'est un gel. Parce qu'on veut que les gens l'associent à leur dose d'énergie, puis dans le milieu, mais quoi qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais au départ, on n'avait pas le choix. Il fallait dire que c'était un gel. Mais en même temps, on voyait les gens dans leur regard. Non, j'en veux pas de ta cochonnerie, là, tu sais. Fait qu'il fallait ajuster, mais dès que la personne, dès qu'elle avait goûté, c'était vendu. C'était comme, OK, parfait, c'est cool. Ça va me donner l'énergie, ça? C'est sûr, ça va me donner l'énergie. Ah oui, exact. Puis ça me fait passer une anecdote. À un moment donné, moi et un de mes amis, Pierre-Paul, on s'inscrit au Trail Massif du Sud, un 21 km. Puis un de nos collègues, Dan, qui était peut-être mon pacer au QMT, qui est devenu un gars qui a fait des courses, qui a fait l'UTHC et tout ça, mais à l'époque, zéro trail. On est en 2019.
on s'en va au Massif du Sud. Puis moi, j'ai une coupe de briques. Puis lui, c'est un newbie. Là. Il n'a jamais couru en sentier de sa vie, point. Il court sur route. On l'a incité à s'inscrire à un 10 km sentier. On est dans le char avant. Bon, qu'est-ce que vous buvez, les gars? Lui, il a sa petite. On lui dit, il y a un ravitaillement à mi-parcours. OK. On lui dit, veux-tu essayer ça, un gel? Fait que là, OK. On lui donne un brick que j'avais trop, peu importe. Je lui donne le gel. Il fait sa course, il finit. Les boys, c'est donc bien bon cette affaire-là. Fait que là, tu me dis que je peux faire de la course puis manger ça pendant. Là, on part à rire. Le gars, c'est un cuisinier exceptionnel. Il cuisine super bien, puis je pense qu'il doit aimer l'érable, mais sa révélation était, c'est le fun la course en sentier, c'est le fun parce que je peux en faire et manger ce que j'aime pendant. Puis l'après-midi, il nous envoie une photo d'une canne de sirop d'érable, la grosse canne en métal, tapée à sa main en disant « Je suis prêt pour ma prochaine course ». Je suis comme « Bon, ben, en voilà un autre. » C'est bon. Une anecdote comme ça. Je veux qu'on revienne parce que tantôt, quand tu nous parlais de toi, tu as dit 2005, j'ai acheté cabane à sucre et tout. Est-ce que tu avais déjà de l'expérience là-dedans? Est-ce que c'est familial? Comment on se dit en 2005, bon, je m'achète une cabane à sucre? Non, dans la famille, on n'a pas vraiment mes parents n'avaient pas d'érablière. Ma mère a travaillé longtemps quand on était jeunes dans une cabane à sucre, une salle à manger. Le fameux 8 semaines de salle à manger. Là, ma mère avait un ami qui avait une érablière. Puis, nous autres, on est 3 gars chez nous qui suivent d'un an. Là, on suit tous d'un an. Puis, dans ces 8 semaines-là, la fin de semaine, elle allait travailler dans la cabane à sucre, l'érablière Meunier, que ça s'appelait dans le temps. Aujourd'hui, c'est rendu le Toit Rouge, je crois. Là. Puis, elle nous amenait là toutes les fins de semaine. Pendant qu'elle servait, nous, on jouait dehors, on mangeait de la tire, on aidait M. Meunier à servir de la tire. Fait que je devais manger de la tire à peu près 10 fois par jour. c'est l'énergie que ça nous prenait pour jouer dans le bois, dans la neige, puis tout ça. C'est le seul souvenir que j'ai des rabières. On avait une grand-tante là, qui avait une cabane à sucre, tante Mimi, qu'elle s'appelait. Je me souviens d'avoir été 2-3 fois au printemps. Il y a peut-être 2 personnes dans la famille qui ont des érablières, puis, mais j'avais jamais fait de sirop. Jamais. Puis, dans le fond, c'est juste que, je pense que quand j'ai acheté l'érablière, on cherchait une terre pour chasser. Okay. C'était vraiment ça. Puis finalement, j'ai justement mon oncle et ma tante qui me disent, il y en a une dans la montagne, puis il y a même une petite érablière dessus. On va aller voir. Puis là, la petite érablière est installée toute. Quand je l'ai achetée, je suis même pas venu la voir à l'époque. Là, je travaillais, j'avais l'ouvrage jusque-là. Puis, j'avais envoyé mon chum Pat, qui est agent d'immeuble. Va voir ça là-bas si ça vaut le prix. Mon oncle était là. Je vais regarder la machinerie si c'est en ordre. Puis ma blonde à l'époque, regarde si le terrain est beau. Là, c'est en face d'un lac, c'est beau. Puis le lac, on ne le voit même pas de la cabane. Il est loin. Puis quand j'étais venu, après l'avoir acheté, j'ai fait comme, oh, OK, j'ai acheté l'ouvrage. Mais effectivement, il y a du chevreuil en masse. Ah ouais, bon. Fait que, mais rapidement, tout l'équipement était là pour faire du sirop d'érable. Fait que la première année, on a acheté ça genre en février. Puis on a fait du sirop d'érable dans la première saison. Au mois de mars, je faisais du sirop d'érable. Puis écoute, c'était ma pire saison au côté efficacité, si on peut dire. Là. Le rendement n'était pas là, mais on a eu du fun. Comme des gars qui s'en vont à la chasse, là, à la pêche. Peut-être tu rentres dans le bois, une caisse de bière, puis la vieille grange, il y avait un mur là, de 20 pieds de long, il y avait des caisses de bière côté jusqu'en haut, parce qu'à toute fois qu'on arrivait ici, c'était le party. C'est tout ça aujourd'hui, c'est une job, c'est un travail. On ne le voit plus pareil, puis on l'oublie des fois. C'est un autre point que je parlais avec Nadine, ma conjointe, là, c'est la beauté de notre spot, on le voit à travers les yeux de la visite. Mm-hmm. Quand les gens viennent, ils sont comme « Wow, c'est donc bien beau. » C'est rendu un endroit pour travailler pour nous. Mais quand la visite vient, là, c'est comme là, on décompresse, on voit à travers les yeux la beauté du spot. Fait que non, j'avais pas personne qui faisait du sirop d'érable, mais j'ai appris sur le tas. Je suis quelqu'un qui va chercher l'information, qui va se renseigner. Je suis perfectionniste un peu, on veut que ça roule. Puis compétitif peut-être un peu aussi, le fait d'être perfectionniste. Là, si quelqu'un fait 4 livres à l'entaille, je ne vais pas le traiter de menteur. Je vais lui poser des questions, savoir oh, 4 livres, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais de différent? Puis on se tient dans le haut. On essaie d'être plus performant, on est aux aguets de tout ce qui est nouvelles technologies. Puis ici, je ne peux pas dire qu'on est vraiment au dernier cri, mais on n'est pas loin du dernier cri. Okay. On a des sondes dans le bois pour checker la pression de nos lignes.
L'argent, ça se fait pas en étant en train de faire du sirop et en prenant une bière. L'argent se fait quand tu fais tes entailles puis quand c'est le temps de vérifier les fuites une fois que la saison est partie. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages pendant la saison, contrairement à avant où un happening avec les chaudières et tout ça, puis les deux pieds, tu mets du bois, tu prends une bière, fait cuire des œufs dans la bouillotte en avant. Là. C'est pas l'happening comme ça. Un jour à ma retraite, là, tu sais, que je suis rendu encore plus vieux que je suis là, je dis pas non, tu sais, d'avoir une belle petite bière dans même juste pour s'amuser, là, relaxer un peu, mais là, c'est vraiment plus la production. On va aller chercher le plus possible pour pas manquer de sirop parce que Brix a vraiment une bonne clientèle, oui, au Québec, à travers le Canada aussi, mais c'est surtout aussi, on s'en va à l'exportation. Tu sais, ça l'a freiné un peu avec la pandémie, mais on recommence. Là. C'est surprenamment, je suis le premier surpris, là, mais tu sais, là, on commence à livrer là, dans un mois ou deux là, des commandes pour l'extérieur du pays, puis c'est le fun. C'est un travail qui est de longue haleine. C'est vraiment de l'ouvrage beaucoup pour aller chercher ce marché-là, mais c'est ça qui fait que là, on passe à une autre étape. Ah, c'est cool. Ben, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour récolter les fruits de ces efforts-là, mais on le sent que tu es passionné, puis j'aime ce que tu disais, le côté compétitif. Est-ce que ce côté-là, tu l'as retrouvé aussi quand tu as fait de la course? Parce que tu en as parlé tantôt rapidement, mais tu as couru, tu as participé à des événements, tu as fait du triathlon, tu as fait de la course à obstacles. Là, en ce moment, tu pratiques quoi comme sport? Bien, c'est toujours la course en sentier. Ouais. Vois-tu, là, comme depuis, je te dirais, dans les 2-3 dernières années, j'ai pas eu d'inscription à des courses officielles. Les autres années avant, j'avais tout le temps 5 à 10 courses par année. Ah ouais, OK. Ouais, la dernière année, c'est-tu ma première année ou ma deuxième année de lancement de Brix? Parce que ça a été des grosses années. L'année d'avant, je pense que j'avais complété mon demi-Ironman. Pour l'année d'après, ce que j'avais sur la table, c'était un 80 au Bromont Ultra, puis mon full Ironman. Tu sais, je faisais les deux, trail et triathlon. Puis finalement, j'ai eu une blessure, fait que là, on n'a pas pu faire les compétitions. Puis après ça, ben, ça a été in and out. Là, avec la job, tout ça, c'était plus in and out. Rien de vraiment sérieux. Je suis un gars qui s'entraîne sans entraîneur. C'est toujours au feeling. Tu veux faire des longues distances, fais du volume. Je m'écoute un peu. Puis, à titre d'exemple, mon demi-Ironman en juin, je pense que j'ai fait 4 ou 5 semaines d'entraînement. OK. Ça a super bien été. Mais en même temps, c'est comme là, présentement, je ne m'entraîne pas, mais je vais aller courir 2 fois par semaine pareil. Ouais. Puis ça va être un 10 ou un 12 km. Tu sais, je ne peux pas faire 5 ou 30 minutes ou 40 minutes. Ici, dans la montagne, tu peux faire du plat, il n'y en a pas. La petite run qu'on se fait, on n'a pas le temps aujourd'hui, on descend en bas, on remonte. C'est 6,7 km, 350 mètres de dénivelé. OK, c'est une bonne montagne quand même. Là. Ouais, ben c'est pas la montagne la plus haute, mais pour venir chez nous, c'est ça. c'est 3,5. À partir d'en bas, venir à l'Érablière, c'est à peu près 3,5 km, 3,3 km. Puis c'est ça le dénivelé. On s'en sort pas. Fait que, pour ceux qui vont venir faire la backyard, là, c'est 6,7. Puis là, on essaie de trouver un mix pour baisser un peu le dénivelé. Là. Mais il va y avoir beaucoup de dénivelé. Fait que, c'est pour ça que là, j'ai été chanceux. J'ai été tiré pour la backyard ultra de mon ami Yvan. On va essayer d'être en forme pour se rendre là. Mais on a comme objectif de recommencer. Puis là, oui, j'aime les autres, mais je vais me concentrer plus sur le trail. Puis on vise en 2022 au moins peut-être 2 à 3 courses officielles. J'essaie de prendre. J'ai un ami qui est un peu dans le même genre de business, si on veut. Puis lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là, il vend une barre en Ontario, Strength Bar. Strength Bar. Puis lui, ce qu'il me comptait, c'est qu'il était aussi occupé que moi. Là, il faisait des shows de course et tout ça. Mais il s'était fait une promesse, c'est genre, à chaque fois que je vais couvrir une course, je dois participer à la course. Je ne sais pas combien il en couvrait, là, mais moi, cet été-là, je dois en avoir couvert 32. Aïe, aïe. Ça ne peut pas être possible pour moi. Puis je pense que lui, il couvrait juste la course à obstacles. C'était son sport. Et moi, je touche un peu à tout. Là, j'ai dit, mais au moins cette année, on aimerait ça être capable de les événements. Moi et Nadine, on est souvent les deux aux événements. Je dirais que depuis 2 ans, on est pas mal au même événement. Il n'y en a pas beaucoup. Mais des fois, on n'a pas le choix. On se split. Probablement que l'équipe va agrandir là, si ça peut repartir en gros comme d'habitude.
Puis, on va essayer quand même de participer aux événements, que ce soit juste un 5, un 10 Ben oui. ou un 15, là, tu sais. Puis, pour te rendre finalement à une distance plus longue, là, tu sais, parce que les deux, on est là pas mal. On veut faire de la longue distance. On aime ça. Puis, pour nous, c'est pas, comment je pourrais dire? Oui, l'esprit compétitif est encore là, mais plus comme avant. Ouais. Comme avant, là, tu sais, je regardais mes positions, mon temps. Puis, tu sais, je voulais, OK, là, qui est là, qui est pas là, tu sais. Puis, j'aurais jamais fait de podium, mais je le regardais pareil, tu sais, puis on voulait être en avant de la parade, puis ben, c'est plus ça, tu sais, j'ai gagné une course une fois, là, tu sais, dans une course dans mon petit village, là, où j'ai resté 15 ans. Il faisait une course semi-trail, semi-route, puis c'était de jour, de soir, là, tu sais, à brunante un peu, là, tu sais, puis on courait à travers un champ de blé d'Inde, il y avait ça semi-trail, mais c'était à travers un champ de blé d'Inde, là. Puis, ça avait été le fun, mais il ne va pas avoir grand coureur d'élite. Je pense que j'avais fait ça, un semi-trail, semi-route en 20 minutes et demie à peu près. Là. Puis, c'est tout un feeling pareil. Une belle expérience, je m'en souviens comme c'était hier parce que tu es premier. Puis, je ne sais pas si, quand tu es premier d'une course, là, c'est hallucinant, on dirait que tu paranoïes. Là. Quand tu arrives dans le dernier 300, 400, 500 mètres, on dirait que tout le monde est en train de te rejoindre. Là, puis je m'en souviens comme j'étais hier parce que j'avais eu ce feeling-là. Puis finalement, il n'y avait pas personne en arrière de moi. Là, mais sinon, je suis pas. Même si je suis compétitif, je pense que je le suis plus avec moi-même. OK. Exemple, à X-Trail, à Offord, je peux l'avoir fait 4-5 fois pour le 5 km. Puis je ne voulais pas faire d'autres distances parce que je voulais juste améliorer mon temps puis ma position. C'est vraiment ma compétition avec moi-même. Mais sinon, oui, un peu dans toutes les sphères de ma vie, je suis compétitif. J'ai 2 frères, on était compétitifs les 3 ensemble, là, c'était effrayant. Aujourd'hui, on l'est moins en vieillissant, là, mais ça reste un peu, mais envers soi-même pour s'améliorer, dans le fond. Là. Si j'entends une nouvelle que quelqu'un a fait une livre à l'entaille avec son érablière au Québec, c'est sûr que je vais aller lire ça, puis c'est sûr que je vais regarder comment il a fait, puis je vais regarder voir si je le fais, puis on va regarder plusieurs autres facteurs aussi. Là, une érablière de 1000 entailles versus une 10 000 entailles, ça se peut que le gars qui a 1000 entailles, il soit capable de faire un rendement beaucoup plus supérieur au tien que, imagine le gars qui a 900 000 puis qui n'a pas d'équipe, là, ça se peut qu'il y ait beaucoup de fuite dans son bois. Ouais, c'est ça. Et je comprends que des litres à l'entaille, c'est le nombre de litres que chaque entaille sort dans une saison. Exactement. Les autres, le sirop d'érable est calculé à la livre. À la livre, OK. Je pense que c'était des litres à l'entaille. Oui, non, c'est ça. C'est des livres à l'entaille. Un gallon de sirop d'érable, c'est 13,3 livres. Donc, ton entaille va te donner un certain nombre de livres. Puis là, il calcule ça comme ça aujourd'hui. La moyenne au Québec, quand j'ai commencé, était à peu près à 2 livres. Aujourd'hui, elle est rendue à 3,2 livres. Puis, on voit des gens qui font du 8 et du 9 livres. Puis toi, as-tu le droit de dire combien tu fais? Ah, ben, c'est jamais pareil. Comme l'année passée, j'ai fait 4 livres. Okay. 4 livres à l'entaille, c'était la pire saison. Je dirais qu'en général, au Québec, les gens n'ont pas eu une super belle saison, puis on le voit parce que la banque de sirop d'érable est en train de se vider. C'est pour ça qu'on a la Fédération libérée du contingent. Il y avait peur qu'on en manque dans le futur. Mais en temps normal, l'année passée, mon target était 7 livres. OK. Avec ce que j'ai comme érablière, la personne que j'ai vue, l'article que j'ai vu passer à 9 livres à l'entaille, le gars 3000 livres à l'entaille, puis il met le paquet, là. Okay. C'est comme, mettons, il y a des érables, tu peux mettre 2 chalumeaux. C'est pas tout le monde qui va le mettre, le 2 chalumeaux. Parce qu'un chalumeau va te donner, je lance des chiffres, mettons 100 litres d'eau d'érable. Ton deuxième va t'en donner juste 80. Ouais. Qui vient de te faire baisser ta moyenne aussi. Fait que, si tu focuses sur ta moyenne de livres à l'entaille, ben, ça se peut que ton deuxième, tu ne le mettes pas. Là, tu vas en mettre juste un. Là, fait que ta moyenne est toujours bonne. Si tu regardes ton érable, la tête n'est pas bien belle, il va te donner un peu moins d'eau. Fait que là, si tu focuses sur ta moyenne de livres à l'entaille, ben, tu ne vas pas l'entailler. Sauf que quand tu en as beaucoup, ben, s'il me donne 80 au lieu de 100, il m'en donne 80 quand même. Ma moyenne ne serait peut-être pas aussi bonne, mais d'année en année, ce qu'on veut, nous autres, c'est des gallons de sirop. Fait, puis on veut aussi que dans 30 ans d'ici, dans 40 ans d'ici, nos enfants soient capables de les entailler. Fait qu'on ne va pas mettre 25 entailles autour d'un érable. Là, on va y aller logiquement. Puis c'est un peu ça aussi qui est important de faire quand tu as une érablière, c'est de le faire comme il faut. Puis aujourd'hui, on a la popularité de tout ça, le sirop d'érable fait en sorte qu'il y a beaucoup d'études qui sortent, beaucoup de gens qui s'impliquent, des biologistes qui vont faire des recherches, qui vont te donner de l'information. Il y en a un qu'on suit beaucoup qui a prouvé sa méthode d'entaillage en coupant des arbres en lanière, puis tout ça pour montrer aux gens ce que ça fait de trop entailler.
comment tailler, puis d'année en année, on est rendu qu'on fait des marques de peinture sur les érables pour être capable de voir il était où le trou l'an passé versus cette année, parce que la cicatrisation, plus ça va, plus on en taille petit, plus ça cicatrise rapidement. Donc, c'est important de voir ce qu'était ton ancien trou, parce que là, il n'y en aura plus d'eau là pendant 40 ans à peu près. Là. Ah ouais, tu OK. te reperces en même place. Là, fait que, ça fait en sorte que les moyennes augmentent, puis les gens savent un peu plus ce qu'ils font. Là. Si je regarde la première année que j'en taillais, là, c'était comme, on fait un trou. Là. Ouais. Bien trop loin du trou de l'année passée, mais on fait un trou, c'est tout. Puis là, on est rendu constructeur notre érable pour percer le trou. Là. Fait que tout ça avance, puis on a beau dire les États-Unis, ils font du sirop, eux autres aussi, mais ils ont beaucoup de sous, ils font beaucoup de recherches, eux autres aussi. Il y a un érable, qu'elle soit au Vermont, qu'elle soit à Québec, ça reste un érable, puis les recherches font avancer, progresser beaucoup. Fait que si tu aimes ce que tu fais, puis en tout cas, nous autres, on est des passionnés, puis on essaie d'être à l'affût de ça, puis s'il y a de quoi qui sort qui fait qu'on me prouve que c'est pas bon, mais on va le changer, on se le fout de pas le changer. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment une science là-dedans, comme dans n'importe quoi. Puis comme tu dis, je pense que d'avoir de la science ou d'avoir de la recherche qui se fait, ça peut juste faire bénéficier je veux dire, le parc de nombre d'érables qu'il y a au Québec au grand complet. Tu sais, si chaque entrepreneur, je ne sais pas s'ils ont toute ta passion, puis en tout cas ce dévouement-là de bien faire les choses, mais je suppose que c'est des gens de cœur aussi, puis de passion, puis c'est des gens qui lisent ça, puis qui adaptent leur façon de faire pour que ça soit mieux pour eux, parce que dans le fond, au final, c'est toi-même que tu pénalises. Comme tu dis, si tu fais mal ta job, si tu fais ça de la mauvaise façon, ben nécessairement, toi ou tes enfants, ou peu importe qui va reprendre ta cabane à sucre plus tard, va en subir les contre-coups. Fait que tu serais fou de ne pas t'adapter et d'écouter ce que la science dit. Là. Ben, tout à fait. Puis, des fois, le mot pour les convaincre, ces gens-là, c'est que, OK, si c'est pas pour ta génération future, tu vas peut-être la vendre avant de prendre ta retraite. Quand tu vas venir pour vendre, si tes érables ils sont plus bons, tu vas. C'est ton investissement, là. Faut que tu le fasses, faut que tu fasses attention parce que c'est ton investissement que tu le gardes pour tes enfants ou que tu le vendes, c'est ton investissement. Puis aujourd'hui, les gens, ils savent, si tu vas vendre ton érablière, là, si tu n'as pas fait ta job comme il faut, c'est du bois de chauffage que tu vends, c'est plus du sirop d'érable. C'est bon. Je mets tout le temps une petite citation pour vendre l'épisode. Je pense que ça va être ça. Tu parlais tantôt de la backyard. Je serais curieux de savoir comment ça s'est passé, cette aventure-là. En tout cas, comment c'est venu, comment l'équipe d'Yvan est venue vers toi ou comment ça s'est passé pour mettre en place cette backyard-là qui va se faire sur tes terres, sur ton érablière? C'est un peu des deux. Nous, on a suivi la course parce qu'on a juste deux de nos ambassadeurs. On avait Stéphanie qui la faisait. On avait Éric. Puis on avait-tu d'autres? Mais bref, moi, j'ai commencé à suivre ça un peu, tu sais, puis j'étais un peu accro de ça, là, tu sais, on allait voir toutes les heures, là, tu sais, puis tout ça, tu sais, comment ça se passait. Puis j'aime la formule, c'est le fun, tu sais, c'est... tu sais, quand on dit que tu as un esprit de famille, puis tout ça, fait que t'imagines, contrairement à une autre course, de trail, on parle de trail, là, tu pars puis tu t'en vas. Là, fait que tu ne revois peut-être pas ton monde. Il y en a que tu vas suivre, il y en a que tu vas recroiser. Si tu as un aller-retour, tu vas peut-être les revoir, tout ça. Mais là, c'est à toutes les heures. À toutes les heures, tu revois. Fait que quand tu as des bons bodies et une bonne gang, là, ça peut être drôle, c'est cool. Puis oui, des fois, c'est moins drôle, là, mais ça fait partie de la course. Là, mais on aimait la formule. Puis on se dit, on peut s'en faire une chez nous. Là, puis on commence à regarder les backyards. Puis je pense que la plus grosse qu'il y a eu, même pas au Canada. Ben, il faudrait que je regarde avec Yvan, mais je pense que j'ai vu que c'était 210, 220 de dénivelé. OK. Fait que, bref, c'est beaucoup. Puis là, je regardais ici, OK, ouais. T'sais, on a un petit circuit, nous autres, qu'on a, là, qu'on a ouvert l'année passée pour les gens qui venaient les fins de semaine. Là, on a eu toutes sortes de monde, des clubs de trail qui sont venus, des clubs de triathlon, des gens qui n'avaient jamais couru en montagne. Ils viennent faire le circuit. Puis ce petit circuit-là, il était 5 km. Puis il y avait combien de dénivelé? 370. Bon là, tu sais, sans trop y penser, moi, j'ai écrit Yvan. On se connaissait un peu. Là. J'ai dit, écoute, Yvan, je serais intéressé, moi, s'il te manque une place pour une backyard, là, il y avait déjà annoncé, je pense que c'est Bromont, quelque chose comme ça. Tu sais, faisait un bout que je pensais, puis là, quand j'ai vu ça passer, j'ai peut-être manqué mon coup, j'y ai écrit. Il dit, laisse-moi te revenir avec ça. Puis là, il a parlé avec Laz, puis tout ça. Puis finalement, il y a un petit problème, je pense, avec Bromont. Puis il dit, écoute, on la rend. Je te dis, là, c'est pas donné, là. Qu'est-ce que c'est pas donné? C'est pas donné le dénivelé. Je parlais pas d'argent. Non,
on fait ça pour l'argent, on fait ça pour le plaisir. Là, s'il y a de l'argent, tant mieux. Je suis pas. Moi aussi, je mange, là, mais je fais pas ça pour l'argent. Là, si c'est faisable, mais c'est pas donné dans le sens qu'il y a beaucoup de dénivelé. Fait que je veux pas faire peur à personne, mais si je dis non, au contraire, on va faire peur au monde. Parce que moi, je veux pas avoir du monde qui vient ici. Si c'est malade, c'est pas faisable. Non, c'est faisable. Là. Si je le fais, c'est parce que ça se fait. Là. Je suis pas un extraterrestre, puis on le fait. Mais ça va pas durer 81 tours. Ben, c'est ça. Finalement, est-ce que vous prenez la portion de 5 km ou vous avez allongé ça pour faire un vrai 6,7? Ah non, ça va être. Attends, on n'a pas le choix. Il faut être obligé de faire le 6,7. Tu peux les pas. règles de la backyard. Fait que tu vas être probablement la backyard avec le plus gros dénivelé, point. Ben, c'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Très, très fort. J'aime ça. C'est il y a pas de le 6,7. fun de rendre ça difficile de même. Tu sais, Laz, justement, sa Barclay, là, avant qu'il fasse des backyards, il y avait la Barclay. Puis c'est ça qui fait le charme et le mythe autour de la Barclay, c'est qu'elle n'est pas finissable ou qu'elle est tough. Après ça, je le sais que j'en parle souvent parce que moi, je suis allé 2 fois la faire, mais le Gaspésia à percer, il y a un peu cette aura-là de course plus difficile que la moyenne pour plein de raisons, mais qui est dur à finir. Il y a des taux d'abandon, puis il y a des taux de finisher hyper bas, des taux d'abandon hauts, des taux de finisher bas, puis il y a de quoi de le fun là-dedans, puis c'est pas pour tout le monde, puis c'est correct. Tu sais, si tu veux une course généreuse d'un cut-off pour faire ton premier 100K, tu as plein d'autres options, mais tu peux aussi y aller. Puis ça va être dur, mais ça va être le fun. Puis c'est 2 fois plus le fun quand c'est dur. Puis c'est 2 fois plus valorisant quand tu vas au bout des choses. Puis il y a du monde que ça leur prend plusieurs années pour y aller. Puis c'est correct. Une de nos plus grandes coureuses, Hélène Dumais, elle me le racontait à ce micro aussi. Quand c'est tough, il faut revenir. Puis quand on abandonne, il faut revenir jusqu'à temps qu'on le fasse. Puis il y a des gens qui ont cette relation-là avec le Gaspésia. Puis c'est le fun. C'est le fun quand c'est des courses tough. Puis il y a cette aura-là. Puis là, je sens qu'avec une backyard, avec 300 quelques mètres de dénivelé, c'est parce que ça va monter vite sur le dénivelé total quand tu dis qu'il y a du monde qui veulent faire ça pendant 12, 24, 36 heures. Là. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas. Le parcours, on a une idée de ce que ça va être, comment ça va donner des dénivelés, parce que là, je ne te compterai pas de mentir. J'essaie de trouver des shortcuts pour qu'on baisse le dénivelé un peu. On ne veut pas que les gens... Mais en même temps, si c'est 300, ça sera 300. Moi, je pense que je suis capable de ramener à 250, 260. Mais on va travailler pour le baisser, puis si on n'est pas capable, ben, vienne que pourra, mais les gens vont être avertis. Là, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que c'est des beaux sentiers. On va être capable de passer où on a des secteurs super techniques, on ne se comptera pas de mentir, mais dans le parcours qu'on va faire, on élimine le secteur qui est trop technique. Okay. Il y a une place, là, on ne l'a pas ouvert l'année passée, mais moi, ça fait 3-4 ans que je n'ai pas de marché. Là, qu'on travaille à ouvrir cette partie de sentier-là. Même que l'année prochaine, on va l'entailler, là, mais on se descend de l'autre côté parce que la main, c'est faite chez nous, on a 1 kilomètre de crête environ. OK. On a 110 serpents, puis on a comme accès à 3 sommets qui sont sur mes terres. Puis on redescend de l'autre côté de la montagne, puis je n'ai pas encore entaillé ce côté-là parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est la partie qui coûte le plus cher à investir si on veut avoir de quoi. Fait qu'il restait beaucoup d'ouvrages de ce côté-ci à mettre ça 100% productif avant d'aller mettre des efforts au bord. Là, on est rendu. Fait que, puis ça, ce coin-là, tu pars pour faire, mettons, je dirais quoi, 700-800 mètres environ. Là. Ça peut te prendre 35-40 minutes, là, partir puis aller. Là, à toutes les fois qu'on va jouer là-bas, on se fait avoir. C'est pas long, on descend pas, on monte. On est parti pour 2 heures, pas d'eau. On vient, on est tout mouillé. Mais ces parties techniques-là, on ne va pas les mettre dans le backyard. Ça va être du dénivelé, mais avec des beaux sentiers quand même faciles à courir. Donc, tu sais, on essaie de rendre ça plus facile, mais elle ne sera pas facile. Oui. Ben, c'est correct, c'est ça aussi. Puis en même temps, tu t'assures peut-être qu'elle ne durera pas pendant 5 jours. Tu sais. Ah non, ça c'est sûr. Écoute, s'il passe 24, on est en train de penser à ça, moi, Nadine. S'il y en a un qui sera en 24 heures, qu'est-ce qu'on pourra faire de spécial? Je dis, OK, on fait attention parce qu'on va attirer du monde qui vont faire la fête. C'est ça. Puis on va se rendre à 48, puis on va se mettre dans la rue. Là, ah oui, mais tu sais, celles qui font en Mauricie, qui n'a pas de lien avec la nouvelle série de Backyard qui part de la Big Wolf. Là, maintenant, comme on parlait, il y en a une à Québec, il y en a une en Outaouais. Bref, cette série-là est super le fun. Mais avant ça, depuis quelques années, il y a la Devil's Backyard par la gang La Chute du Diable en Mauricie. Puis elle est connue pour être tough en maudit de 1 parce qu'elle est tard dans l'année, fait que c'est froid. Puis je veux pas dire n'importe quoi, mais ça n'a pas passé 24 heures
je pense que cette année, c'était le record, c'était le plus long, puis c'était dans les 24-25 heures. Tu sais, je pense que Mike Néron l'avait gagné une année, puis je pense qu'il avait fait 24 heures pile. Puis, tu sais, ceux qui savent qui est Mike Néron, c'est tout un coureur. Puis, je pense qu'il est tough parce qu'il a du dénivelé, parce qu'il a des sections techniques, puis parce que c'est pas le modèle de backyard classique où soit c'est sur le flat ou soit tu alternes jour et nuit, puis la nuit, tu es sur quelque chose de beaucoup plus roulant pour justement pas de contraintes. Je pense que cette backyard-là, Mauricie, c'est dans le sentier, c'est dans le technique, c'est dans le pentu, puis c'est tough. Puis c'est ça, comme tu dis, ça rend ça le fun d'avoir un défi supplémentaire. Puis je pense que c'est ça que tu es en train de créer avec ta backyard sur tes terres. Oui, ben en tout cas, on a bien hâte de le voir. La chose qui est sûre, c'est que les gens vont s'amuser, ils vont avoir du fun, ça c'est sûr. Puis la celle qu'on avait fait, écoute, ça doit faire au moins 7 ans. C'était avec Luc Hamel. C'est sous la bannière Five Peaks. OK. Et, Luc, écoute, genre 3 semaines, un mois avant sa course, il est pris au dépourvu, il peut faire sa course à Offord, puis il dit Mario, t'as-tu de la place, peux-tu faire un parcours, là, un 5 et 11 km? On a fait de quoi dans le temps de dire, puis écoute, lui, dans ses courses, il ramassait environ 100 personnes. 100 personnes qui venaient courir, c'était jamais plus que ça. Des fois, on avait 50, 55, 60. Cette fois-là, pouf, on s'est ramassé à 100 dans le temps de dire, mais les gens, c'était unanime, ils sont venus courir ici. J'avais des gens qui étaient de passage de l'Ouest canadien, ils étaient à Québec. Ils ont vu ça passer ces réseaux, Five Peaks, une course, ils sont venus courir. La fille qui venait de ce coin-là avec son mari, la fille a gagné, son mari avait fini 3e, 4e, je ne me souviens plus. Puis elle, écoute, il y en a des montagnes là-bas, là, ils en ont plein. Ah oui. Là, puis elle a fait comme, c'est merveilleux, c'est wow. Tu sais, là-bas, nous, au sommet, on voit des montagnes, des montagnes, des montagnes. Elle dit ici, on voit tout. C'est beau chez vous, c'est beau chez vous. Donc, ça n'a pas donné qu'on l'a refait avec Luc. On aurait aimé ça, mais ça finalement offert de refait, puis c'était correct, là, tu sais. Mais c'est ce qui nous a donné le goût. C'est après ça qu'on a parti notre club de trail. Une fois que j'ai ouvert les sentiers, pourquoi on ne fait pas profiter les gens? Puis là, ça fait longtemps qu'on voulait recevoir une autre course, puis tout ça. Puis là, avec la backyard, je pense que c'est la meilleure formule qu'on peut faire parce que oui, au Mont-Yamaska, j'aurais pu couvrir un 50, un 40, en parlant avec mes voisins, les autres propriétaires, parce que c'est une montagne qui est 100% privée ici. Okay. J'en ai qui sont prêts. Hey, oui, amène ta gang, viens courir, on va faire un parcours, on va faire ci, on va faire ça. On aurait pu, mais c'est plus compliqué. Si on part chez d'autres voisins, puis ça. Fait que la formule qu'on a, on a assez de place chez nous pour rouler ça, un 6.7. Le monde revienne tout le temps, on voit tout le monde, c'est à l'Érablière, la cabane, puis tout ça, puis on a une belle place pour vrai. Là, ça fait que on est content d'enfin pouvoir le faire profiter, puis si ça revient à chaque année, tant mieux. Si c'était pour dépanner, ça sera pour dépanner, mais si ça revient à chaque année, tant mieux. Puis je suis convaincu que ça va être quelque chose qui peut se refaire, puis qu'on va avoir du plaisir, là, même si c'est tough. Ben oui, exact. Ça va faire, écoute, le mot va se passer, puis il y a du monde qui vont faire oh shit, j'ai entendu dire que c'était tough, ça me tente pas. Puis il y a une méchante gang de crinqués qui vont faire ah ouais, il paraît que c'est tough, je vais y aller, moi. Ça va attirer, c'est sûr. Là. C'est sûr. Tu crées une expérience aussi autour de ton érablière qui aussi crée, je veux dire, même l'aspect marketing de la chose, je reviens à ça parce que moi, je travaille là-dedans et je trouve ça le fun des histoires comme ça, c'est que c'est naturel, c'est organique. Tu crées quelque chose qui est directement relié avec ton produit, directement relié avec la clientèle de ton produit. Tu crées une expérience. Tu ne fais pas juste vendre des gels. Il y a une expérience qui va autour de ça. Il y a une histoire, il y a une culture d'entreprise, mais dans ce cas-ci, ça va plus loin puis tu crées une expérience où les gens vont venir courir dans l'érablière qui produisent ce qu'ils ont dans leur sachet, dans leur poche, qu'ils vont prendre pendant la course. Il y a de quoi de beau là-dedans. Là. Ben, c'est clair, on le dit souvent, là, ici, là, on fait le trou dans l'érable, puis c'est nous qui le mettons dans le sachet. C'est ça. C'est vraiment du début à la fin. Je ne sais pas si on va être de même encore dans 5 ans, là, de tout faire, mais pour l'instant, c'est nous qui faisons tout. C'est hot. Début à la fin. Ça se ressent toute la passion que tu as. C'est une question que j'ai souvent avec les coureurs qui font du gros millage, qui restent motivés. C'est quoi qui est drive? C'est quoi leur élément de motivation? C'est quoi leur why? On entend beaucoup parler de tout ça. Mais toi, je te sens, oui, athlète, coureur, mais tu as quelque chose, tu as une passion sans borne pour ce que tu fais. Puis je suis sûr que tu as des semaines pas possibles, puis tu es dans le jeu, puis tu es là à te rajouter des projets parce que tu tripes. C'est quoi qui te drive de même? C'est quoi qui t'habite? C'est quoi qui fait que tu as le goût tout le temps de pousser plus loin puis de créer ces expériences-là? Écoute, je ne suis pas sûr que je pourrais mettre le doigt dessus. Je pense que
comment je pourrais dire ça? Je disais souvent, à un moment donné, c'est l'érablière qui me drive. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est assez, il fallait que ce soit moi qui drive l'érablière. C'est pour ça que j'avais tout arrêté, puis là, je vais driver, c'est moi qui vais conduire, là, tu sais. Puis, c'est tellement rendu, on a tellement d'ouvrages avec Brix, l'érablière, que pour l'instant, je pense que c'est même plus nous autres qui drive. Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous tient? Je pense qu'il faut aimer ça. Je pense qu'il faut que tu crois en tes idées. On se met des targets, un peu comme une course. Tu fais ton calendrier de course, tu dis, bon, ben moi, j'ai celle-là, celle-là, celle-là. Pour me rendre, je dois faire ça, ça, ça. Ben, on a comme un target, tu sais, qui c'est quoi? Je pense que notre target, c'est la retraite. Pour se rendre à la retraite, ben, on a ça. Puis, qu'est-ce qu'on avait avant? Ce qu'on avait avant, ben, on travaillait à l'extérieur, on travaillait pour un autre. On se levait le matin, on allait travailler. On se lève encore le matin, on travaille encore, mais on le fait pour nous. Il y a aussi ce qui est plus le fun, ce qui nous manque depuis les 2 dernières années, c'est le contact avec les gens. Je pense que ce qu'on aime le plus, puis on est un peu choyé là-dedans. Tu sais, on ne va pas se compter de menterie. Là, tu sais, c'est nos passions, c'est le sirop d'érable, le sport d'endurance. Puis quand on a beaucoup de courses, on oublie la pandémie, là, on va couvrir beaucoup d'événements, puis le monde nous dit souvent, vous êtes partout, comment vous faites? Puis ça, tu sais, chaque fin de semaine, il y a un événement. C'est facile. À chaque fin de semaine, il y a un événement, tu peux participer à un événement, puis c'est pas tous les événements qui sont payants quand tu te déplaces, tu sais. Puis, ben, tu sais, le contact avec les gens. On va voir les gens. Hey, c'est vous autres qui faites ça. Pour vrai, vous avez un érable. Voyons donc, tu sais. Puis, tu sais, les réseaux, c'est fort, mais il y a encore du monde aujourd'hui qui nous approche et dit, t'as un érablière, toi, Mario? Je pensais que tu faisais juste Brix. Ben ouais, je suis Brix, oui, mais tu sais, ça vient de mon érablière. Là, on raconte l'histoire qu'on se compte depuis tantôt. Mais le contact avec les gens, je pense que c'est ça qui est notre plus grosse récompense, c'est d'aller voir les gens, puis un jour, mettons, j'ai plus Brix, je suis plus l'érablière, là, tu sais, c'est quelque chose qui va me manquer, là. Je vais le remplacer par quelque chose d'autre, c'est sûr et certain, là, tu sais. Je suis pas, en même temps, on a les deux côtés, là, tu sais, dans la montagne, ce qu'on est, on est comme tout seul dans notre coin, là, tu sais, on est des montagnards, mais en même temps, on a besoin du contact avec le public, on a besoin du contact, aller voir les gens, se faire raconter leurs courses, compter nos courses, compter nos expériences aussi. Fait que je pense que c'est ça qui nous drive pour être capable d'enligner tout ce travail-là, ces heures-là. Ben, je pense que c'est la vibe du monde. Puis, je sais pas toi si tu as déjà rencontré des coureurs en tabarnak. Moi, non. Après une course, là, ils sont tout le temps de bonne humeur. Même à une mauvaise course, là, ils vont te dire c'est fini. Là, une demi-heure, 15 minutes après, c'est fini. T'en as pas. C'est toujours une belle vibe. Puis, c'est ça, n'importe quelle course. Je pense que ça m'est arrivé une fois dans une course de triathlon d'avoir un gars qui touchait son vélo, puis il était pas content. Pour lui, il avait fini deuxième, il était pas content. C'est arrivé. C'est très rarement arrivé. Fait que, tu t'en vas, puis tu sais que ça va être la fun. Le retour de ça, les gens viennent nous voir, viennent goûter le produit, comment ils nous disent comment c'est bon, comment ça a fait effet. On a lancé ça au Bromont Ultra, le lancement officiel de Brix, okay. Au Bromont Ultra. Puis les gens revenaient de courir la nuit, puis une fille est arrivée et dit, écoute, c'est tellement réconfortant. Moi, j'ai peur de courir la nuit, là. Puis avec mon sachet de gel au sirop d'érable, là, c'est comme, il n'y en a pas de problème. C'était le fun. Là, je me sentais en sécurité. Je vois, mais t'as-tu donné de l'énergie, tu sais? Ah, je sais pas. Mais moi, je me sentais bien. Là, tu sais, fait que, tu sais, des commentaires dans main, ça fait que, ben, écoute, on a mis le doigt sur, on a créé quelque chose de le fun, de bon. Puis, je pense que c'est ça qui nous fait continuer, malgré les heures et les heures et les heures. Là, tu sais, comme là, ça a l'air de rien, mais tu sais, le printemps, c'est une grosse saison pour la nutrition et pour le sirop d'érable aussi, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment préparer, planifier. Parce que un ne peut pas nuire à l'autre. Moi, si Brix nuit à l'érablière, on aurait plus de sirop pour Brix. Puis la business grossit. Il faut aller chercher encore plus de sirop. Il faut agrandir. Il faut vraiment tout planifier ça. Puis on est chanceux parce que les deux, moi et Nadine, on aime ça. On en mange. Mais tu sais, comme tout le monde, on a des journées où on est fatigué. Puis on dit pourquoi on fait tout ça? Non, on fait ça encore ça. On peut-tu en prendre moins? Puis finalement. Il y en a un qui dit ça une journée, le lendemain, il revient avec un paquet d'autres projets. Ah, c'est ça. Les deux, on est pas mal pareils. Je suis chanceux d'avoir rencontré quelqu'un qui vit au même beat que moi, finalement. Parce que dans le passé, je me faisais regarder, là, hey, attends une minute, là, je dis ça dans ma vie, c'est un petit peu trop intense, là, tu sais, mais c'est ça qui nous tient, c'est le milieu de la course,
on aurait pu Bricks qu'on serait encore dans le milieu de la course. Ben, c'est ça. On courait encore, tu sais, puis j'aurais pu Bricks, j'aurais probablement encore une régulière pareil. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment les passions, puis quand tu as la chance de vivre de tes passions, ben, t'as pas besoin d'autre chose, je pense, pour te lever le matin, là, tu sais, c'est pas comme un travail, là, tu sais, c'est comme le joueur de hockey qui finit par gagner sa vie côté professionnel, puis je me souviens plus, c'était quoi son nom, un Québécois, c'est Martin Lapointe. Il y a un journaliste qui avait posé comme question, comment tu fais pour composer avec la pression dans la Ligue nationale? Il dit, la pression? C'est la minute, là, de la pression. J'en ai pas de pression, moi. Je fais ce que j'aime dans la vie. J'ai dit, un gars qui travaille dans une usine, qui a 4 enfants, qui gagne le salaire minimum, va lui demander comment il fait pour gérer la pression. Mais moi, j'en ai pas, là. Je veux pas me plaindre, là. J'en ai pas de pression, là. Je fais ce que j'aime, puis je gagne des millions. Moi, je gagne pas des millions, mais je fais ce que j'aime. Exact. Ah non, exact. C'est ça l'objectif, je pense, de trouver un travail qui te donne l'impression que tu ne travailles pas. Ou oui, il y a du gros travail, il y a des efforts, mais que si c'est relié à ta passion, si c'est connecté avec ce que tu es, ben, tu n'as pas l'impression d'être à côté de ta track. Tu vas être sur ton X dans la vie, là, que ce soit peu importe la job, que ce soit entrepreneur ou pas, tu vas être sur ton X. Puis c'est énorme comme défi. Puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ne sont pas sur leur X. Puis c'est correct aussi. C'est pas obligé de faire un volte-face puis de tout lâcher du jour au lendemain quand tu te rends compte que tu n'es pas sur ton X. Mais c'est de te dire, OK, là, mon X il est là-bas. Puis qu'est-ce que je vais faire pour me rendre jusque-là? C'est fou, on jase de ça. Puis bon, là, quand ça va être rendu en diffusion dans quelques semaines, ça va être de la vieille news. Mais moi, demain matin, je commence un nouveau job. Ça fait 6 ans que je suis en même place. Puis ça crée ça là, puis là, je commence une nouvelle chose pour exactement cette raison-là, de me reconnecter avec le X. Tu sais, moi, le X, je l'ai avec la course, avec le podcast qui est directement aligné avec ma passion. Tu sais. Mais côté professionnel, il me manquait comme d'être sur ce X-là, puis c'est demain matin que ça commence. Hein. Ah, ben c'est cool, ça. Ouais. Fait que je t'écoute, puis j'étais comme, écoute, je peux pas ne pas en parler, ça peut pas être plus relié que ça. Moi, dans 12 heures, je vais être en train de commencer cette aventure-là. J'espère bien sur mon X. T'as-tu été dur de prendre la décision ou? Non, même pas. Parce que justement, c'est relié à la passion, puis je me dis c'est le bon temps de faire un saut dans le vide. En fait, il n'y a jamais de bon moment, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tu jumpes, tu sais, puis tout n'est pas des listes de plus puis de moins, puis tout ne peut pas être calculé. Puis je pense que quand tu poursuis quelque chose que tu aimes vraiment, quand tu poursuis une passion, ben, il faut que tu arrêtes d'être trop cérébral avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui va peser les pour et les contre, mais à un moment donné, il y a un point où tu fais ça me tente tout, ça me tente pas. J'ai-tu le fil en dedans de moi? Oui, parfait, go. Puis il arrivera ce qui arrivera. Là. Je pense que c'est un peu la mentalité que beaucoup d'entrepreneurs, quelque chose qu'on entend beaucoup chez les entrepreneurs parce que, tu sais, on s'entend dans une pénurie de main-d'œuvre. En ce moment, n'importe qui peut se trouver une job n'importe où, tu sais. Exactement. Si tu es prêt à être ton propre boss, de partir de quelque chose from scratch, de bâtir quelque chose dans l'économie qu'on a en ce moment où il ne faut pas que ce soit juste une question de se trouver une job. Tu ne pars pas d'entreprise parce que tu as besoin d'une job. En ce moment, des jobs, il y en pleut partout. Exactement. Si tu pars quelque chose, si tu es prêt à faire ce saut dans le vide-là qui est beaucoup plus grand que moi, là, je veux dire, c'est un saut dans le vide dans une entreprise que je ne possède pas. Mais quand tu es prêt à te lancer en entrepreneuriat, ça prend exactement ça. Puis je pense que c'est ça le dénominateur commun de tous les entrepreneurs, c'est la passion parce que tu ne fais pas ça pour avoir une sécurité dans le poids. Tu le fais par passion. Non. Puis, à un moment donné, tu récoltes les fruits. Puis c'est beau qu'on entend des success stories, mais on n'entend pas assez aussi l'inverse. Puis c'est normal. Puis combien d'entrepreneurs se sont plantés 4, 5, 6 fois avant de trouver quelque chose puis le faire marcher? Puis tous les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires qui racontent des histoires entrepreneuriales, c'est parsemé de fois où ils se sont pétés à la gueule, puis à un moment donné, tu apprends de ça, puis tu bâtis. Ben, c'est de l'expérience. Tu peux dire que tu t'es pété la gueule ou tu peux dire que tu t'es juste trompé puis tu as recommencé ou tu peux te mettre à pleurer. Il y a pas quelque chose que tu peux faire. Mais c'est comme tu dis, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Là. Tu décides de partir à ton compte. Oui, tu veux juste, en tout cas, on veut en vivre. Si tu pars avec l'idée que tu vas te mettre millionnaire, ben tant mieux, mais ça se peut que ton idée ne marche pas du premier coup pour te mettre millionnaire. Là, tu sais. Ben non, mais moi, depuis que je suis entrepreneur, c'est de même, là. Mais il y a des années de salaire là, que j'avais un salaire d'étudiant que j'avais jamais repensé faire ça dans ma vie. Là, fait que, mais tu sais, oui, il y a des revenus, mais il y a des dépenses. Il y a des dépenses, des revenus. Ah, des dépenses, des dépenses. Fait qu'à un moment donné, là, tu regardes à la fin de l'année, tu dis OK, j'aurais travaillé au McDo, pas d'entreprise, puis j'aurais fait plus d'argent, là, tu sais. Ouais.
Fait que, mais tu as raison, aujourd'hui, à l'époque qu'on vit présentement, il y en a d'ouvrages. C'est n'importe qui n'est pas heureux dans sa job, là, il peut avoir n'importe quoi aujourd'hui. C'est de prendre la décision puis d'y aller, mais moi, je le souhaite à tout le monde. Là. J'ai un ami qui est rendu dans l'Ouest canadien, puis il était venu me donner un coup de main ici. Puis, c'est un peu à cause de tout. J'ai décidé de lâcher ma job, puis je m'en vais triper dans l'Ouest canadien avec une job là-bas, puis il est parti là avec sa blonde, puis il dit, je me suis souvenu d'une affaire que tu m'as dit, là, j'ai fait le saut, puis j'avais dit ça de même, je suis pas plus malheureux, là. Je suis plus heureux. Je suis pas plus riche, mais je suis pas plus malheureux, là, je suis content de faire ce que je fais, puis c'est le fun, là, fait que lui, il s'est souvenu de ça, puis il a fait le grand saut, là, il faisait longtemps qu'il travaillait à la même place, là, puis là, il est parti. En tout cas, il est parti pour un an dans l'Ouest. On ne sait pas si il est parti pour plus qu'un an, mais j'ai déjà un de mes amis qui était parti à l'époque, il était parti un an, mais il est revenu 15 ans après, là, fait que, on ne sait pas ce qui se passe dans l'Ouest, mais des fois, il y a un aimant là-bas, c'est le magnétisme, il reste là-bas. Il y a X de bien du monde qui est là-bas, je pense. Ouais. Tu parles-tu de Ben Boudreau? Oui. Je le reconnaissais, je le connais pas. La trail est un petit milieu, mais non, je le connais pas personnellement, mais je le suis. Moi, je trouve ça, je les aime bien. Ben Boudreau, Sébastien Dion, la gang qui s'appelle les Ultra Caves sont bien le fun à suivre. Ouais. Toujours le fun en trail de voir ces groupes de coureurs, de coureuses-là qui sortent des sentiers battus, qui font leurs propres affaires, puis qui font des aventures un peu folles. Là. Moi, j'aime bien ça les suivre. Puis quand tu parlais de l'Ouest, j'ai vu justement que Sébastien, je pense qu'ils ont roulé ensemble jusque là-bas. Sébastien est revenu. Mais, oui, la petite vidéo qu'ils ont faite la fois qu'ils passaient une province. T'as l'impression qu'ils sont comme Terry Fox qui courent jusque là-bas. Là. Mais, non, c'est ça. Parlant de saut dans le vide, j'ai envie de te poser une dernière question. J'ai lu dans mes petites recherches qu'en 2017, tu as fait un pas pire saut dans le vide avec Brix avec le marathon de Montréal où vous avez fait un saut dans le vide. Je te laisse le raconter parce que j'ai lu ça quelque part. Je fais c'est malade, il faut que je parle à Mario de ça. Surtout là, 5 ans plus tard, ça va être le fun d'avoir ton input avec un peu de perspective. Là. Ça, c'était stress fois 100 000. J'en doute pas. Et, à l'époque, je connaissais Frédéric Houd, des courses gourmandes. J'ai donné un coup de main à Fred, j'ai été bénévole là-bas. Demi-marathon des microbrasseries, j'ai aidé à l'époque à créer le parcours aussi. Je le connaissais un peu quand même pas mal. Puis je savais qu'il connaissait c'est Dominique, son nom, Arsenault, qui s'occupe du marathon de Montréal, de la famille Arsenault, tout ça. Puis je dis écoute, je suis capable de mettre en contact, j'aimerais ça commanditer le marathon de Montréal. Sérieux, toi? Ben, je dis de faire quelque chose, là, tu sais, donner des sachets un peu, là. On sait tous que ces gros événements-là demandent beaucoup de sous et tout ça, là, mais moi, je commence. Je suis pas vrai, là, mais j'ai du sirop d'érable, j'ai du sachet, puis j'ai de l'huile de coude, tu sais. Fait que, finalement, on parle avec Mme Arsenault, Dominique, puis elle m'en contact avec un gars, puis le gars me rappelle, puis on se rencontre. Puis, tu sais, j'ai dit ça comme ça, là, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, là, tu sais, mais j'ai mon gel, j'ai lancé, là, il regarde l'idée, on peut faire un échange de services. Bref, on réussit à s'entendre sur quelque chose. Puis, écoute, c'est 25 000 sachets, là, 25 000 sachets de Brix qu'il faut avancer, là, tu sais, ils m'ont pas acheté de sachets de Brix, ces autres-là. Non. Dis ça, là. Fait que j'ai fait comme, OK, je fais quoi, là, tu sais. Au départ, c'était pas ça mon idée, là, on peut s'en donner un peu, puis, tu sais... Et finalement, ben, j'ai fait comme, OK, go, on y va, tu sais, j'embarque, tu sais, contre mes barils de sirop d'érable, puis le temps que ça prend, l'emballage, le ci, le ça. Puis c'était la première année, je crois, qu'on avait l'emballage souple, le 38 grammes, là, tu sais, fait que c'était tout du nouveau pour moi, opérer la machine, tout ça, c'était fou un peu. Puis ça a été l'année où il a fait super chaud. Le marathon a été annulé, juste le demi-marathon qui a roulé. Puis, mais c'était une bonne partie du marathon. Ça avait fait jaser beaucoup. Puis, ça a super bien été dans l'ensemble. Tu sais, le Présu a été adoré. On a entendu parler à travers la planète. J'avais été invité à l'émission de Francis Rédé pour en parler à la radio. Plusieurs choses. C'était
je te dis stress fois 1000. Là, je pense qu'à la radio, j'avais dit des niaiseries en plus. Là, Ah ouais. comme mélangé entre les nutriments du sirop, les antioxydants. J'avais du monde de la fédération qui m'appelait ou qui m'écrivait me dire le lendemain, c'est pas ça, c'est ça. Je le sais, c'est quoi, je connais ça, le sirop, mais donnez-moi un break. J'étais à la C'est radio, ça, c'est stressant. Là. Avec, ça se passait live avec plein de vedettes, puis tout ça, là, tu sais, puis t'as le petit cul de cabane à sucre qui arrive, tu sais, que les autres autour de la table, là, qui regardent. Fait que, tu sais, ouais, c'était stress fois 1000, c'était fou. Puis là, le marathon qui est cancellé à cause de la chaleur en plus, j'étais là, voyons donc, tu sais, qu'on donne 25 000 sachets. Puis, tu sais, la nouvelle, c'était comme on cancelle le marathon. Ouais, c'était juste la distance du marathon qui cancellait, là, qui annulait, là. Puis, ce que ça a fait, c'est que certains bénévoles ont compris qu'il n'y avait pas de course. OK. Le lendemain, quand c'est arrivé l'événement, il manquait beaucoup de gens comme bénévoles. Fait que finalement, dans les ravitaux, c'était so-so, là, ça voulait quand même carré. Fait que tu avais du monde qui, au lieu de donner un sachet à la main, il y avait des grosses boîtes comme ça, là, puis servez-vous. Là. mais ça avait super bien été. Puis à la fin de l'événement, tu es dans le parc. Tu n'as pas d'exposant, puis moi, je voulais être là, je voulais aller chercher le feeling là, des gens, comment ça avait été, puis écoute, on avait été achalandés, c'était complètement fou, c'est une belle expérience. Puis finalement, ça a été vendu l'année d'après, fait qu'on était supposé y retourner, on n'y a pas retourné. Puis là, vois-tu, c'est rendu des intérêts québécois, on ne sait pas, on a eu des pourparlers, la pandémie est arrivée, il n'y a pas eu d'événement, je n'ai pas entendu parler, ça aurait pu être quelque chose qui se fasse encore. Je ne dis pas non, c'est sûr que c'est beaucoup, là, tu sais, c'est... pour des petites entreprises québécoises, en tout cas, le deal que j'avais, c'est quand même, ça coûte beaucoup. Là, on aurait pu le faire avec d'autres grands événements, mais c'est beaucoup de sous. Je dis pas qu'on ne répétera pas, mais ça reste à voir, mais c'est clairement que ça a été un bon coup de publicité. Ça a fait connaître le produit beaucoup plus loin que le Québec, que le Canada. Il y avait du monde de Dubaï qui nous appelait. Ils voulaient avoir du Brix là-bas. Je me souviens pas à l'époque, c'est flou si on avait livré, mais c'était une Québécoise qui restait là-bas, puis elle voulait avoir du Brix à Dubaï, puis écoute, ça coûtait une affaire de fou comme ça, c'est comme 4, 5 ou 600 piastres pour livrer une boîte. Mais la femme, elle voulait pareil. Là, fait que, mais ça avait fait son chemin. Là. C'était la première entreprise québécoise de nutrition qui arrivait à commanditer l'événement. Il faut dire qu'à cette époque-là, il en avait besoin. Là. Il donnait trop, c'était des intérêts étrangers. On dirait que ça perdait un peu la saveur québécoise. Fait que là, ils se sont dit, quand je suis arrivé, c'était comme, le timing était bon. Là, c'était comme, il n'y a rien de plus québécois que ça. Puis tu avais la bière aussi, la Tremblay, qui était donnée. Ah ouais. Fait que là, tu avais la bière, la Tremblay, puis tu avais le sachet de Brix à l'érable. Fait que ça avait fait du bruit un peu. C'était cool. Fait que 5 ans plus tard, ça valait la peine. Oui, ça valait la peine. À l'époque, j'avais des gens qui m'avaient dit non, fais pas ça. Fais pas ça, Mario. Fais pas ça. En plus, c'est en fin de saison, le monde va t'oublier. Ils vont t'oublier, fais pas ça. Là. Puis c'était du monde qui était quand même assez implanté dans le point de vue de nutrition. Là, puis après ça, ils sont venus me voir, ils ont dit bon, t'as bien fait de tenir ton bout, là. Ça valait la peine. Là, mais quand même, quand tu donnes autant à ta deuxième année, et puis, tu te souviens que je te disais, on va mettre ça à côté de ma canne de sirop d'érable, ce produit-là, on ne fera pas d'argent avec ça. Fait que, on ne s'est pas mis millionnaire. Là, oui, j'ai Brix, on l'a créé, on travaille encore fort. Le meilleur reste à venir, mais le marché québécois dans le gel, avec plusieurs compagnies, puis la compétition vient d'un peu partout, tout le monde veut faire ça parce que ça marche, l'idée est bonne, puis tout ça. Mais pour être capable de faire une compagnie qui va être pas une multinationale, mais rentable avec plusieurs employés, ça prend autre que le marché québécois. Ah, c'est ça. Il faut aller à l'exportation. Puis qui dit exportation, ben dit certaines accréditations du travail. Il faut aller à l'étranger, tout ça. C'est là qu'on s'en va en 2022. Ça commence en janvier, février, mars. Là. C'est des gros mois qui s'en viennent. On fait affaire avec des gens qui, eux autres, sont déjà prêts à lancer, à attendre le produit. Puis je te dirais qu'on devrait être dans 2 ou 3 pays avant la fin de l'année, si tout va bien, on touche du bois. Puis c'est pas nécessairement des grosses affaires, mais des choses ce qu'on s'est dit, nous autres, c'est tant qu'à aller à l'exportation, là, oui, on pourrait viser le coup de circuit, là, puis aller chercher un gros pays avec un gros marché, puis plus avoir de vie encore pendant 10 ans. Mais pourquoi qu'on ne céderait pas des places où ce serait le fun, aller visiter. Ben oui. Courir. Hein, il y a des belles places là, en Europe, aller visiter puis courir. Puis
où il y a déjà plein de Québécois qui vont aussi. Tu sais, on n'en nomme pas de ville, on va regarder ça là, pour quand ça va se réaliser, là. Mais c'est ce qu'on vise pour 2022-2023 si la pandémie peut nous lâcher puis recommencer à vivre normalement avec des événements. C'est un autre point, ça, qu'on pourrait parler pendant une heure, les événements, laissez-les aller. Là. On a fait nos preuves là, depuis 2 ans. Là, Arcana, là, on a sorti du négatif de ça? Non, c'est beau, c'est parfait. Laissez le monde aller jouer dehors. C'est ça. On est 100% d'accord avec le fait qu'il faut battre ce virus-là, qu'il faut se protéger nos plus vulnérables. Parfait. Je pense que la grande majorité du monde est là. Let's go. Par contre, il n'y a personne qui se met en danger dans un événement trail. Surtout avec ce qui s'est mis en place comme règle, c'est correct. C'est correct. Ça ne me dérange pas de mettre un masque 10 mètres avant l'arrivée ou quand j'arrive dans le ravito. C'est pas grave. Rendu en ultra, il y a déjà du matériel obligatoire. Rajoute un masque puis une bouteille de Purell, puis c'est pas grave. T'sais. Fait que laissez ça si vous en avez besoin, mais laissez les événements. Puis en ce moment, c'est ça, je pense qu'en trail, les événements réussissent à avoir lieu parce que c'est des plus petites populations de coureurs, de coureuses, alors que les grands événements, dans la course sur route, le triathlon, c'est annulé sans bon sens. Puis depuis des années, les événements trail, l'année passée, quasiment tous ont pu avoir lieu comme prévu. Est-ce que c'est les meilleures éditions de tous les temps? Probablement pas. Il y avait des contraintes, peut-être moins d'inscriptions, mais les événements ont eu lieu. Mais tu sais, quand dans une distance de 250 coureurs, c'est plus facile à gérer que des événements où il y en a 5 000, 10 000. Rendu là, tu sais, laissez le monde bouger. Là. Ouais. C'est sûr que si... Parce que moi, cette année, ce qu'on a fait, c'était des courses en sentier. On a fait des courses à obstacles. C'est un peu le même principe. Moins de monde, puis ça. C'est sûr que si tu rapportes ça au Marathon de Montréal, d'Ottawa, où tu as des couloirs, puis tu as 250, 300 personnes, tu as de la misère à partir. Mais quand même, il faut qu'ils trouvent le moyen. Si tu veux combattre ça, il faut que tu donnes un peu d'ananade au monde, là, parce que ça fait ce que c'est en train de faire là. Le monde, ils sont fâchés et ils veulent tout lâcher. Là. Exact. Écoute, on finit sur une portion éditoriale, mais c'était super intéressant. Je le répète encore, mais ça sent toute la passion que vous avez dans ce que vous faites. Puis je trouve ça le fun d'apprendre. C'est un angle que, comme je te disais tantôt en intro, moi, quand j'ai parti le podcast, je voulais en fait rencontrer l'ensemble de la communauté trail. Puis la communauté trail est large. C'est pas que les coureurs, les coureuses. J'ai rencontré des nutritionnistes, des experts, des propriétaires de boutiques, Jimmy Gobeil ou Coureur Nordique à Québec. Oui. Mais là, je trouve ça le fun de rencontrer un entrepreneur d'un produit québécois qui a fait ses preuves, puis qui est là dans l'écosystème depuis un bon bout. Puis je pense que l'avenir est très prometteur pour Brix avec tout ce que tu me parles ici. Puis c'est juste beau à voir. Puis je pense que nos coureurs, coureuses québécois sont contents d'encourager de l'achat local, des compagnies locales qui produisent quelque chose, un produit qui est local, mais qui est aussi dans notre culture, qui fait partie de, je veux dire, qui n'est pas là à cabane à sucre quand il était jeune. Il y a de quoi de le fun là-dedans. C'est beau ce que vous faites. Puis j'étais super content de te jaser. Ben, merci beaucoup, puis je te retourne le compliment, Yannick, parce que on parle de passion, puis ça transpire aussi. Quand on écoute tes podcasts, on le voit. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est populaire comme ça. Puis le 3 ans, on n'aurait pas pensé ça, mais aujourd'hui, là, on va courir. Ah, tu mets un podcast. Ah oui. Puis on commence à en avoir une panoplie aussi. Là. Mais je te retourne le compliment, ça apparaît aussi qu'il y a un passionné dans ce que tu fais, puis que c'est comme tu disais, tu es sur ton X avec ton podcast, mais je pense que t'es en plein là. Ben merci, c'est gentil. Mais tu le sais, puisque tu écoutes le podcast, qu'on termine tout le temps avec les questions avec l'arnaque, qui sont 10 questions rapides. À distance, c'est plus tough parce qu'il y a un petit délai par l'Internet. Fait qu'on va se concentrer sur écouter tes réponses à ces petites questions-là. Moi, j'essaie de vous coincer. Je propose 2 éléments à mettre en opposition. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Bon, là, c'est les questions avec l'arnaque, c'est le partenaire. J'ai quand même réussi à travers la question NAC à pousser des questions Brix. Hein? On cohabite tout le monde ensemble et on a du fun. Tu me dis quand tu es prêt. Moi, je pars le chrono. Puis, attends, il faudrait que j'ouvre le chrono. Et voilà, c'est fait. Quand tu es prêt, on part. Oui. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Celle de l'Himalaya ou gingembre? Celle de l'Himalaya. Framboise ou bleuet? Framboise. Été ou hiver? Hiver. Monter ou descendre en montagne? Monter. Question NAC, les gaufres ou les bars? Les gaufres. Bouette ou racine? Bouette. Temps des sucres ou temps des fêtes? Temps des sucres. Tire ou beurre d'érable? Beurre d'érable. Oh, 26 secondes. Très bon. Très, très bon, Mario. Bon. Puis là, on a l'expert en la matière. Tire ou beurre d'érable? On a la réponse. On a ta préférence en tout cas. Les deux sont bons, mais beurre d'érable.
Sur une toast, moi, je suis un gros fan de toast le matin. J'ai mon beurre d'arachide, 11 mois et demi sur 12, mais dans le temps des sucres, à un moment donné, il y a toujours un petit pot de beurre d'érable. Puis, je veux dire, il faut que ça reste spécial dans le temps des sucres parce que si je mangeais ça 12 mois par année, je suis plus sûr que je pourrais faire mes sorties de course parce que c'est ça, là, c'est tellement bon. Mais sur des toasts, puis même mixé, tu sais, je te parlais de celle de l'Himalaya, à quel point j'aime le sucré salé. Moi, une toast, beurre d'arachide et beurre d'érable, c'est hallucinant. C'est sûr, c'est un incontournable. Un va pas sans l'autre. Exact. Hey, un gros merci, Mario, de ton temps. Ça fait un épisode super complet. Je pense que les gens vont triper. Puis, écoute, ils peuvent juste vibrer avec la passion que tu transmets comme ça. C'était vraiment intéressant. Je suis super content de t'avoir reçu. Ben, merci de l'invitation. Puis, c'était très fun, très intéressant. Comme d'habitude, je t'amène en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est mon partenaire officiel depuis les tout débuts. Je remercie aussi les auditeurs, les auditrices qui sont là, fidèles au poste chaque mercredi matin, prêts à découvrir ou à redécouvrir un nouvel invité cette semaine. Je pense que les auditeurs, je m'attends à avoir du très bon feedback parce que là, Mario, c'était un plaisir de te découvrir, de peut-être te faire découvrir des gens qui ne te connaissaient pas. Je m'attends à de grandes réactions positives parce que tu as quelque chose de vraiment particulier, de vraiment unique à propager. Fait que merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Ben, merci Yannick, puis on continue d'écouter tes podcasts à chaque fois qu'on va s'entraîner. Yes, hey, ciao, bonne fin de soirée. Merci, bye. Bye.